Salut les gars. Salut Louisette. Alors comment ça va depuis la séance ciné là d'hier? Écoute, je pense qu'on a besoin d'une bière encore une fois. Ouais, moi je trouve pas que ça soit si mauvais. Enfin, il y a des trucs qui sont à revoir dans le film. Un cognac pour moi. On a perdu le contact. Un double péninsulaire. Le président va Oh prendre la putain, parole et dans Louise, quelques Louise, instants. augmente un peu le son de la radio. Augmente s'il te plaît. Depuis 2 heures, un soulèvement de zombies terrifie la population européenne. Nous ne sommes pas en mesure de vous donner davantage d'informations, mais priorité au direct. Le président va prendre la parole en direct du bunker de l'Elysée. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. Et donc la décision que nous avons prise, c'est un couvre-feu. Un couvre-feu qui va s'appliquer. Ce couvre-feu, il se fera entre 6h du matin et 21h. Et il commencera à partir de ce samedi 0h. Nous sommes en guerre. Je sais, mes chers compatriotes, pouvoir compter sur vous. Vive la République, vive la France. Oh bordel, putain, comment on va faire, Louise? Il faut vraiment que tu nous trouves tes outils de bricolage. Non, On va non, se mais- Donne barricader. des clous et un marteau, là, vas-y. Ah mais on va calmez-vous, barricader mais tout. arrêtez. Depuis quand vous non, croyez non, les non, messages du gouvernement là? T'as C'est pas eu n'importe depuis quoi. toujours, ouais. Mais non, vous êtes c'est des pédos sataniques. Non mais Non mais arrêtez, c'est Ok, pas drôle. bon, Non, mais on va prendre les planches du bar là. Mais non, Gaët, file-moi un coup de non. main. ouais, t'as une tronçonneuse en plus dans ta grange, toi, De non? toute façon, viens chercher la clé. C'est derrière le comptoir Gaëtan. Bon, on va commencer à clouer des planches sur la porte, il faut qu'on bloque tout. Ok, je vais fabriquer des cocktails Molotov, quoi. Ça peut nous Ouais, servir. c'est bon, vous allez défoncer mon bar encore une fois. Mais non, mais Louisette, à chaque fois tu Donne les planches, oui, Mais du vous êtes comptoir. tellement tu viens Ok, ridicules, je vais- vous croyez tout ce qu'on vous raconte à la Je vais télévision, à la attraper des radio. tables, on va mettre des tables devant les vitres. Mais non, Et je t'aiderai à réparer s'il faut. Je t'aiderai à tu réparer. parles, on va juste repeindre là, n'importe quoi. Louisette, c'est l'apocalypse. C'est Mais pas non. le moment de faire ta complotiste. Non, et Fais vous des me faites trucs. paniquer tellement vous êtes cons. Tiens Fred, regarde à ta droite, t'as un marteau juste là. Steven, tiens, aide-moi, on va déplacer la table là. Tiens, vas-y, file-moi la visseuse là. Et une visseuse pour la 12. C'est bon, on est barricadé. On en a vu d'autres, on va quand même pouvoir se boire une petite bière là. Voilà vos mousses. Bon, maintenant qu'on est coincé, je pense qu'on a que ça à foutre. Si on parlait de Peninsula. Eh bah allez, en parlons-en. Alors c'est quoi déjà Peninsula? Bah, dernier film de Janson Ho, Janson Ho, je te remercie Steven. réalisateur du dernier train pour Busan. Enfin, en tout cas, c'est là que le grand public a pu le découvrir. Ouais, À la base, le mec il fait de l'animation. ouais, c'est ça. Mhm. Il Donc, a il avait fait plusieurs petits courts-métrages, Mm. un certain nombre, je sais pas, une dizaine de courts-métrages à peu près, et surtout 2 films d'animation qui étaient un peu connus, même si chez nous ils ont pas trop percé. King of Pigs et The Fake. Exactement. Mais c'est vraiment avec le dernier train pour Busan, du coup, qui, il me semble, il était passé. Alors, je sais plus si c'était en compétition ou hors compétition à Cannes, mais Ah, je sais plus. il est passé à Cannes et Mhm. il a fait grand bruit. Et puis après, Ouais. il est sorti. Et puis, ça a été un raz-de-marée en termes de box-office. Ça attendait Tu pas m'étonnes. du tout à un Ouais. succès comme ça. Et le gars a littéralement explosé, ouais. Ouais, donc il fait partie de, on va dire, cette vague de cinéastes sud-coréens qui percent un peu à l'international avec des films qui reprennent des thématiques. Enfin là, en tout cas, il reprend une thématique un peu connue du film de zombies. Ouais, tout à fait. Avec Dernier Train pour Busan, il arrivait en fait à reprendre des thématiques habituelles du film de zombies et à nous en faire un truc qui était quand même hyper bien foutu et qui redynamisait un petit peu le genre. C'était un peu révolutionnaire, ça changeait un petit peu quoi. Oui, il y Ouais, avait avec, un vrai postulat intéressant, effectivement, de tout centrer sur un train. Disons qu'il reprenait la base du film de zombies qui était le huis clos. Ouais. Le premier film de Romero en 68, La Nuit des Morts Vivants, est un huis clos. Plus Mais le là, transpersonnage, hop, tu Ah, mélanges c'est vrai et ça donne Il y a Busan. un petit côté transpersonnage avec le fait de progresser. Ouais, tout à bah fait. oui, parce Mhm. que t'as la première classe et la seconde classe. Ouais. Ouais, alors autant dans le transpersonnage, en fait, on progresse vers l'avant, alors Ouais. que là, on se replie de Mm. plus en plus, jusqu'à même devoir sortir du train. Il se replie vers la première classe. Et Mhm. ouais, c'est vrai. Et puis alors ouais, transpersonnage, peut-être la référence c'est un train quoi. C'est un train et c'est sud-coréen parce que Pardon de transpersonnage m'amuser. c'est Bong Joon-ho. Et ce qui était surprenant aussi à l'époque, c'est que en fait le film il nous a été vendu comme un blockbuster coréen, c'est-à-dire que c'était un film pour eux, même si ça l'est pas dans les faits, c'était un film à 8 millions de dollars. Visuellement, quand t'allais voir le film, t'avais vraiment l'impression de voir un film
à grand spectacle. Ouais. Et pour le coup, moi, j'avais rarement vu des films coréens d'une telle ampleur, on va dire, au niveau visuel et en termes de spectacle. Donc c'est vrai que tu avais l'impression de voir quelque chose de nouveau. Tu avais presque l'impression de voir un gros blockbuster américain, mais qui n'était pas américain pour le coup. Oui, justement, oui, le fait que ce soit comme ça en huis clos dans le train cachait sans doute ce manque de budget, parce que tout ce qui se passait à l'écran, par contre, était vraiment de très bonne qualité. Même sur le technique, on va revenir dessus, mais il est très très loin de Peninsula par exemple. Par exemple, les zombies dans Busan, ils font extrêmement flipper. Ouais, tu vois que ça fait une espèce de horde. Dans Dernier Train pour Busan, t'as ce truc où les zombies. Mais c'est aussi le fait, cette atmosphère huis clos en fait, qui intensifie la crainte du zombie. On a les scènes dans la gare où en effet les zombies sont flippants parce qu'ils vont vite, etc. Il y a un peu les mêmes mécaniques de peur que dans 28 jours plus tard ou 28 semaines plus tard. C'est-à-dire qu'on est plus en présence d'infectés, donc de gens on va qui repartir sont... sur ça là, sur le débat infecté ou mort-vivant. Non, mais en gros, c'est pas les zombies de Romero qui se déplacent à 2 à l'heure. C'est vraiment des zombies hyper speed et qui peuvent te sauter à la gorge d'un moment à l'autre. Et qui savent pas ouvrir des portes. Mais qui savent pas ouvrir des portes. Qui n'ont pas les réflexes d'humains. Ouais, tout à fait. Pour faire le parallèle avec les films de zombies habituels et Romero dès le début a mis de la critique sociale dans ses films, se sert des zombies en fait pour faire une critique sociale. C'est pour ça que j'avais beaucoup rigolé quand j'avais vu les critiques du film de cette plaie infâme du film de Jarmusch là, Dead Don't Die, où il y avait la critique qui se paluchait en disant il reprend un film de zombies et il en fait un truc de critique sociale. Oui, alors c'est la base de ce genre de film. Il y a pas de... Et là, ce que faisait Yang Sang-ho, c'était aussi une critique sociale avec les zombies. Il y a tout un arc en fait de Dernier Train pour Busan qui est la critique par rapport au... je sais pas, la compétition sociale. Oui, il y a ça. Alors, pour l'avoir revu, là, justement, juste avant de voir Peninsula. Ah bon, t'as fait tes devoirs. J'ai fait mes devoirs, j'ai revu juste avant Peninsula, j'ai revu Le Dernier Train. C'est vrai qu'il y a ça. Après, c'est pas non plus extrêmement ni subtil, ni très développé. Ils vont avec des gros sabots. Ça dépend. Moi, je suis pas forcément d'accord sur le fait. Tu rigoles, le héros, il commence, il est courtier et il mange un Burger King. Ah non, mais je dis pas. Non, mais je dis pas que. Oui, non, c'est là. Et après, le fait que ça soit pas très subtil, je trouve qu'en fait, au contraire, enfin, peut-être qu'on pourrait y revenir après, mais le fait de rentrer la critique par l'intermédiaire du personnage principal du père et de voir sa transformation, j'avais trouvé ça plutôt bien après, foutu, en dehors de ça, t'as quand même le clodo qui est gentil et puis le patron qui est méchant, quoi. Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a le personnage effectivement de Clochard qui est vu au début comme vraiment le marginal qui fait peur, quoi. Le fou rationnel d'ailleurs. Ouais, complètement. Et évidemment, c'est lui qui se sacrifie à la fin. Donc il a un arc comme ça de sacrifice où justement c'est lui qui montre le plus d'humanité. Alors qu'effectivement, le patron qui dit à la petite fille, bah voilà, si jamais tu travailles pas bien à l'école, tu vas finir comme lui. Alors lui agit comme un abruti, mais en plus comme vraiment le salopard qui va fuir les zombies et qui va dès qu'il peut, dès qu'il trouve quelqu'un de sain, il va les jeter aux zombies pour pouvoir lui avoir un tout petit peu d'avance. Et donc bon, c'est pour ça que c'est quand même un peu avec des gros sabots, quoi. C'est-à-dire que le clochard qui se sacrifie et par contre le grand patron qui lui sacrifie les autres pour sa propre vie. Bon voilà. Après tu vois que tout est fait pour que ce soit très lisible. Oui, tout c'est plus que lisible, c'est vraiment un peu surligné. Mais là il y a l'aspect politique aussi parce que t'as les deux mamies qui parlent des deux sœurs qui sont assez âgées. Elles regardent à un moment des images de manifestations et elles critiquent les gens qui manifestent à tout va, et donc t'as aussi la critique de la passivité. Et ça tu relis bien aux zombies. Je suis d'accord. Et il y a ça, et il y a une double critique par rapport à ces images-là, qui est le discours officiel qui est montré par la télévision et un discours, le discours des réseaux sociaux où les gens voient bien déjà sur place et la vérité. Et la vérité. Donc il y avait tous ces petits trucs-là où tu vois que c'est un cinéaste. Enfin, c'est un réalisateur qui est engagé et qui cherche à mettre quelque chose là-dedans. Oui, il met ça là-dedans, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Non, c'est. Moi, encore une fois, je suis pas d'accord parce que l'aspect émotionnel du personnage principal et le changement, parce qu'en fait, tout le film Le Dernier Train pour Busan nous raconte la transformation d'un personnage et d'un père qui va essayer de reconquérir l'amour de sa fille qu'il a perdu. Donc quelqu'un de très égoïste, de très individualiste, qui par la force des choses va être confronté à un certain nombre d'événements et qui est désancré du réel. Et par l'action, il est obligé de et qui va retrouver des vertus et qui va retrouver des valeurs un peu plus morales, on va dire, confrontées à l'action. Et je trouvais quand même que, même si les personnages qui gravitent autour de lui, t'as raison Fred, ils sont absolument pas subtils, autant le parcours de ce personnage-là, je le trouve très bien écrit. Oui, il a un arc. Moi, je dirais que oui, il y a un arc psychologique du personnage qui est plutôt pas mal foutu, mais que par contre, l'aspect sociologique de ce qu'il présente est un peu plus...
mais c'est quand même assez basique. Il y a le truc. Bon, après, justement, en le regardant une deuxième fois, je me demandais s'il y avait peut-être des choses un petit peu plus subtiles. Justement, alors je regardais au début les infectés. C'est-à-dire l'infectée qui arrive dans le train, c'est une jeune. Elle va mordre des jeunes essentiellement. Et personne ne fait attention à elle. En plus, elle est dans un état de délabrement avancé et personne ne fait rien. Mais en fait, finalement, non, ça va pas plus loin que ça. Après, effectivement, la fin et donc la finalité du truc, c'est quand même là aussi de sauver le futur, comme dans Tenet, où on sauve le futur, on sauve la petite fille, dans un train, symbole de futur aussi, et on sauve la femme enceinte. Attends, un train symbole de futur. Donc en quelle année tu vis, toi? L'avenir, c'est le train, les gars. La locomotive à vapeur. Le train, c'est symbole de progrès, de futur. Même si on est en 2020, en fait, c'est resté ancré dans les esprits. T'imagines, ils auraient pas pu mettre, je sais pas moi, un dernier autobus pour Busan. Un autobus. Dernière calèche pour Busan. Non, mais j'aimais bien cette idée de société reconstituée à l'intérieur du train. C'est-à-dire que le gars, donc le personnage principal du père, est vraiment super égoïste au début. Et en fait, on se rend compte qu'il va faire un certain nombre de... En fait, il va se rendre compte que son individualisme, ça va pas fonctionner. Et que s'il veut s'en sortir, il va falloir qu'il fasse preuve de solidarité, chose qu'il a totalement laissé tomber. Il s'est totalement isolé des autres. Il connaît même pas sa fille en fait au début du film. On voit qu'il connaît même pas sa fille. Et en fait, petit à petit, il va comprendre qu'il faut qu'il soit solidaire des autres. Et ensuite, il va même réaccéder à autre chose, donc qui est une morale assez catholique, chrétienne, etc., qui est le sens du sacrifice. Donc, il va encore franchir un palier où il va aller jusqu'au sacrifice. Et moi, personnellement, je trouvais que ce truc-là était quand même pas mal foutu. C'était pas mal. C'était pas l'intérêt principal du film, mais effectivement, il y avait au moins ça qui surnageait. Et bon, on va le comparer avec le second film. Alors, on peut déjà le comparer avec Seoul Station, qui est le film d'animation donc toujours de Yong Sang-ho. Donc, qui a commencé à étendre cet univers, quoi, justement. Qui est sorti très très rapidement après. Ouais, c'est ça. Il y a eu un succès. On lui a donné quartier libre pour faire son film d'animation dans l'univers du dernier train pour Busan. Donc en gros ça se passe à peu près en même temps. Au niveau de la chronologie, c'est pas très cohérent. En fait c'est la journée juste avant, c'est-à-dire que ça se passe la nuit en fait. Voilà, je pense c'est la nuit juste avant. Et en fait le matin c'est là que le train commence, quoi, le premier train, le dernier train pour Busan. Ils refont référence à Biotech. Non, il y a pas de référence à Biotech. Il y a aucune explication sur l'arrivée des zombies. Ouais, c'est ça. Et là où je disais on peut faire la comparaison, c'est que là par contre on dirait purement un film de vraie critique sociale, parce que tout se passe au milieu des SDF. Et en gros les deux pôles, c'est les SDF et les prostituées, quoi. Et en face la police qui va tout de suite, la police et toutes les institutions qui vont tout de suite en fait rejeter les SDF, quoi, sous prétexte qu'ils sont SDF et que cassez-vous, quoi. Et donc il y a tout ce truc là qui est vachement bien foutu dans le. Et dans Seoul Station, les zombies sont presque prétexte, en fait ça nous parle plus des personnages, donc de ce personnage de la prostituée, de ces SDF, et de montrer toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés. De temps en temps t'as des attaques de zombies, tout ça. En fait tu comprends bien qu'ils sont bien foutus. Moi j'ai bien aimé l'animation des zombies. Tout à fait. Et toutes les scènes d'attaque de zombies en fait sont assez bien foutues. Le film, il y a des longueurs quand même. Oui, tout à fait. Il y a clairement des longueurs. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il va vraiment nous parler de la société coréenne et de la façon dont ces gens sont exclus ou ne sont pas bien intégrés à la société, et leur parcours de vie qui sont hyper trash. Tu vois des choses dans le film. Donc tu suis plusieurs personnes. Essentiellement. Le personnage principal, c'est la prostituée en l'occurrence, et tu suis quelques SDF qui gravitent autour d'elle. Donc des gens des marges, quoi. C'est les premiers à en pâtir en fait de l'attaque de zombies. Là, tu vois ce qu'il a voulu faire dans l'animation, c'est clairement un truc sur les marginaux, et du coup reprendre cette métaphore des zombies et cet antagonisme des zombies pour parler en fait de la marginalité. C'est ça. Et donc voilà. Et donc là moi je trouve que c'était beaucoup plus puissant que Dernier Train pour Busan, justement sur l'aspect sur cet aspect-là. Sur cet aspect-là en tout cas. Et puis là le gars en plus je pense qu'il est tenu par rien, tu vois, c'est un petit film d'animation, donc il peut faire littéralement ce qu'il veut vraiment. Là tu vois qu'il y avait une sorte de carte blanche. C'est fais-toi plaisir. Et donc Dernier Train pour Busan, on l'a dit, un gros succès, beaucoup d'argent, etc. Donc comme d'hab, c'est vrai, assez mérité quand même. Sur il est assez impressionnant dans la manière dont c'est réalisé. Justement le fait de devoir se tenir dans ce train, la caméra elle est à la fois claustrophobe et à la fois il y a des effets de caméra qui sont très et surtout une lisibilité totale des scènes. Absolument. Ça c'était hyper lisible. Il y a vraiment des choses qui sont impressionnantes. Il y a la manière effectivement de bouger, enfin en tout cas de se transformer, des zombies qui est entre le corps disloqué et je sais pas on peut parler très rapidement justement des propriétés de ces zombies.
où pour moi les deux trucs marquants, c'est leur aveuglement dans le noir et cette manière, en tout cas au moins la transformation, qui est assez cool. Enfin là on voit l'animateur, je pense derrière le mec qui fait un truc qui sort de l'ordinaire. Et du coup ça donne une personnalité entre guillemets, en tout cas une personnalité visuelle à ces zombies quand ils se transforment, quand ils bougent également. Et on est entre le corps totalement disloqué et les zombies de Michael Jackson, quoi. Il y a un truc quand même. Dans la transformation, tu vois bien la bataille entre l'humanité et le futur non-être vivant en fait. Et la scène finale de Busan, justement, où t'as le père qui voit un peu sa vie défiler et qui se transforme, quoi. Et autre chose, du coup, tu parlais de la mise en scène. Je trouvais que la chose qui était vachement bien faite dans Busan, c'est la gestion de l'espace et en fait tout ce sur quoi il va se faire plaisir en termes d'espace, quoi. C'est-à-dire que tu vas avoir des scènes de fight où on va vraiment avoir un travelling latéral, où on va voir les gars se battre avec les zombies qui sont super belles. À un moment donné, ils sont obligés de passer par le dessus parce qu'ils veulent pas être repérés. Ils font toutes les techniques possibles, hein. Mais c'est vachement bien parce qu'en fait, il a un concept et il va utiliser tout ce qui est possible. Tout ce qu'on peut faire dans le train et en donnant même en des cabriole. Effets. Il y a un moment, il y a un effet où justement il y a tous les jeunes qui ont commencé à se faire mordre au début. Il y a une espèce de vague en fait qui arrive dans le wagon comme ça et c'est hyper impressionnant parce qu'il n'y a pas forcément une masse de zombies énorme, mais comme c'est restreint dans l'intérieur d'un wagon, c'est ultra anxiogène. Et il y a la vague comme ça qui arrive totalement. C'est vraiment assez impressionnant. Surtout qu'en plus ça fait une boule de zombies qui fait ultra flipper, alors que dans World War Z ça me faisait pas peur du tout. C'est ridicule en fait. C'était too much. Mais là comme c'est dans un train, tu dis mon dieu. Exactement. Et c'est vrai qu'il emploie en fait tout. Il a le train, en plus on les reconnaît bien parce que c'est les trains qu'on a nous en fait. C'est complètement nos trains. Et donc du coup on voit bien qu'il exploite absolument tout le côté hyper condensé du train, mais aussi la longueur sur certaines scènes. Par contre, il rentre à 4 dans une chiotte. Je suis pas sûr de pouvoir rentrer à 9 si, en vrai, bien fâché, tu peux. Les chiottes handicapées. Trop de cacahuètes, Louisette, trop de cacahuètes. Et on se demande même parfois comment il a pu faire pour filmer comme ça dans un train. Mais si tu coupes, tu. Mais tu vois. Mais j'ai vu un making-of du film, justement, c'est super intéressant parce que tu vois toutes les installations de caméras qu'il a dû créer, en fait, toutes les caméras qu'il a dû créer pour justement avoir ce rendu hyper lisible. Et ce qu'il a fait, en gros, c'est mettre les caméras sur roulettes et les roulettes elles étaient sur le porte-bagages ce qui permettait en fait de faire des travelling hyper propres sur des espaces hyper exigus. Mais on voit alors effectivement le budget est pas faramineux, mais on voit qu'il y a vraiment une inventivité de chaque instant, quoi, dans chaque scène. C'est ouf. Et la caméra n'est jamais placée de la même manière, les scènes ne se ressemblent jamais. Et donc il y a vraiment une recherche totale. Et alors moi ce qui m'a vraiment plu dans ce film, alors justement en comparaison à celui pour lequel on va parler après, mais c'est l'effet de réel permanent qu'il y a dans ce film. Il y a un effet de réel à la fois, alors justement dans les personnages, je disais avant que c'était un peu grossier entre guillemets, disons certaines thématiques, mais par contre les personnages sont vraiment construits. Il y a vraiment un effet de réel par rapport à ce père et à sa petite fille. Même l'autre couple avec la femme enceinte. Oui, absolument, voilà. Et rien que le fait en fait que la petite fille va commencer à voir qu'il y a des choses qui vont pas dans le train, ou même à rencontrer les autres personnages en allant juste aux toilettes, quoi. Et donc des choses très très quotidiennes, du réel, avec les deux personnes qui a préparé à bouffer avec un œuf, avec un truc. Il y a un effet de réel permanent qui justement en plus rend cette incursion des zombies dans le train encore plus impressionnante, quoi. Tu parlais de cette attache émotionnelle, moi c'est quelque chose qui m'a surpris. J'étais allé le voir au cinéma à la sortie à l'époque et je m'attendais à voir un film sympa avec des zombies, quoi. Et en fait c'est l'attache émotionnelle que t'as avec les personnages et surtout cette relation cette relation entre le père et la fille qui est super belle, qui est super bien construite. Et là c'est quelque chose que t'attends, chose à laquelle tu ne t'attends absolument pas. Mon préféré, c'est celui qui va avoir l'enfant là. Lui, je trouve qu'il dégage un truc de fou, quoi. De suite, il prend les choses en main, il a un leadership, mais c'est ça, il est vu comme la virilité un peu masculiniste du truc. Je sais pas, moi j'ai pas les codes coréens, donc je sais pas si pour moi il incarne la masculinité, tu vois. Mais alors, ce mec-là, juste parce que en fait j'adore cet acteur-là, il s'appelle Madong Seok et en fait il est réputé pour être le The Rock coréen. C'est un ancien du MMA, de l'UFC, tout ça, et en fait c'est vraiment le gros costaud. C'est lui qui commence par casser des gueules. Et il a explosé littéralement après le dernier train pour Busan et maintenant c'est la superstar coréenne. Un charisme de fou, quoi. Et en plus ce que j'aime dans ce film, dans Busan, c'est que c'est très simple. Tu vois, et on va voir avec Peninsula, mais là c'est très simple. On doit aller à Busan, il y a juste un arrêt en station. Ça se passe très mal, il remonte dans le train. Mais cette simplicité du scénario n'affecte pas le film en soi. C'est même le contraire, je trouve. Ça prouve qu'il est dense, le film, émotionnellement. Et c'est rythmé en gros par 2 arrêts du train, un en gare, un ensuite sur des quais parce qu'il y a des trucs sur la voie. Et qui permet des scènes hyper spectaculaires parce qu'on disait qu'il utilise son concept de train jusqu'au bout et
même pour les scènes extérieures, du coup, on a des scènes un peu. Enfin, c'est les scènes, c'est les grosses scènes du film, quoi. Justement, ce climax d'action qui est à la fin, elle est super bien foutue. On a vraiment là, du coup, alors il est sur du grand angle, enfin des grands espaces. Et là, il fait intervenir une marée humaine de zombies et ça marche très très bien dans ces cadres, etc. On voit que là aussi, il y a beaucoup moins de figurants que ce qu'il devrait y avoir à l'écran, mais par ces cadres, ça marche super bien et on a quand même cette impression de marée humaine qui arrive. Enfin, vraiment, c'est un film qui fonctionne très bien, effectivement. Il n'y a pas de... on n'a pas affaire non plus à quelque chose de génial, mais on a quelque chose d'hyper efficace et de malin. Malin à la fois dans son écriture et dans sa réalisation. Et surtout, moi j'ai trouvé que ça faisait du bien sur les films de zombies où on avait quand même un peu. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu des trucs très bien, quoi. Il y a eu une sorte de revival des films de zombies autour de 2004-2005 où Romero est revenu derrière la caméra pour Land of the Dead. Oui, c'est Zack Snyder qui a fait le remake de Zombies. Et effectivement, vous citiez World War Z. Il y avait Resident Evil qui était une profonde bouse. Je crois que c'est 2003-2004. Non, ça n'a jamais existé, ça. Parce qu'il y en a eu 4 derrière. Hein. Non, mais World War Z, c'est quoi? C'est 2012, 2013, un truc comme ça. En gros, ça faisait un petit moment qu'on avait que des trucs comme ça, des trucs vraiment très, très, très série B, série Z, quoi. Et là, avoir Dernier Train pour Busan, c'était une sorte de truc où enfin. Absolument. Il y avait une vraie surprise, mais aussi du coup une vraie attente de ce réalisateur et de ce qu'il pouvait faire avec ce genre. Mais du coup, pour faire le lien avec Peninsula, donc la fin de Busan finit par la femme enceinte et la petite fille. Et la petite fille qui s'en sort. Donc les deux, ils incarnent un petit peu le futur, donc le futur bébé. Ça, c'est vraiment le futur qui est sauvé grâce à ça. Donc ils sont à 2 doigts de lui tirer dessus, la gamine, mais qu'est-ce qui la sauve, c'est chanter. Donc ça aussi, c'est une très belle idée. Ce qui est très beau, c'est qu'en fait, ils s'en sortent parce que c'est ceux qui ont compris qu'il fallait être solidaire, tu vois. En fait, on est face à une société coréenne qui est ultra individualiste et tout le propos du film, c'est nous dire si vous retrouvez pas vos valeurs de solidarité, vous êtes perdus. Du coup, on est un peu, je sais pas, on parlait dans l'ancienne émission de Problemos, on est aux antipodes de ça, c'est-à-dire qu'en situation de crise, il va falloir qu'on fasse preuve de solidarité. Et je pense que c'est pour s'en sortir. Beaucoup plus crédible sur la nature humaine. Ça c'est avec toi. Lisez l'entraide comme facteur d'évolution de Kropotkin. Voilà. On a perdu tout le monde. Sur cette fin, c'est pas grave, c'est des messages cachés. Sur cette fin d'ailleurs de Dernier Train pour Busan, justement le mec qui a le doigt sur la gâchette et tout, avec tout le passif du film de zombies et surtout avec le Romero, moi j'étais persuadé qu'il allait y avoir un shot. Il allait tirer sur la gamine. Et j'aurais préféré en fait, mais bon. L'idée de la chanson, je l'ai trouvée très jolie. Voilà, c'est juste de pas le faire visuellement, de laisser les deux dans l'ombre. Effectivement, elle marche, elles sont un peu blessées, on pourrait croire qu'elle pourrait être infectée, et juste le fait qu'elle chante, donc c'est quand même très joli parce que aussi ça dit qu'est-ce qui différencie l'humain du zombie. C'est où les zombies se mettent à chanter, quoi. Oui, mais c'est ça, c'est aussi le fait c'est pas thriller. Mais d'avoir un art qui sort de nous-mêmes et de ce corps-là, et à partir de là, on va pas leur tirer dessus. C'est quand même c'est une belle fin justement qui est là aussi, qui est à l'image du film, c'est-à-dire fauché mais malin et qui raconte quand même. Non, fauché, t'es un peu dur. C'est pas fauché quand même. On sent qu'ils ont il y a de l'ambition visuelle. Quand il est fauché, c'est vrai, il a quand même dû faire avec le budget qu'il avait. C'était loin d'être illimité. Et là, là, c'est un truc qui est dans le noir, dans un tunnel, et donc on n'est pas dans un climax avec du CGI dans tous les sens. Et ben justement, ce climax émotionnel, il marche très bien, juste avec une idée. Et ça, c'est vraiment formidable, effectivement, dans ce genre de film, d'avoir les idées qui drivent un peu les choses, quoi. Et là, à la fin de ce film-là, on se dit, au bout du tunnel, il y a quoi? Il y a le futur, avec cette base militaire qui a l'air d'être plutôt costaud, tenir la route. Et tu te dis, la suite Peninsula, elle va sûrement aborder ce camp militaire avec ces personnages. C'est ce qu'on peut se dire à la fin de Busan. On peut se poser la question, effectivement. Est-ce que, avant justement de parler de Peninsula, parce qu'on est là pour ça, on fait un petit, très rapidement, sur le film qu'il a sorti entre Dernier Train pour Busan et Peninsula, donc en 2018, je crois. Ouais, c'est ça, en fait, il y a Netflix qui allait le chercher pour produire un film à petit budget. Non, mais je suis pas sûr que ce soit Netflix qui soit allé chercher. En tout cas, moi je crois pas. Ouais, peut-être que c'est pas un film. Parce qu'il est sorti sur les écrans coréens. Ah oui, alors. Comment ça s'appelle, en ScreenX. Ok. C'est quoi ScreenX? Alors c'est les images à 270 degrés. Alors nous on n'a pas de cinéma comme ça, je crois, mais en tout cas en Corée c'est un truc où il y a pas mal de salles qui sont équipées en 270 degrés. Même l'IMAX? Non, l'IMAX c'est un autre. Mais 270 degrés, il faut 2 coups, non? Tu fais comment? Non, mais du coup tu vois, c'est un écran hyper immersif où tu peux regarder dans tous les sens. Il y a plusieurs caméras connectées qui filment les choses en même temps, quoi. Kim Ji-woon, il avait pas fait un film avec Schwarzy? Ah, Le Dernier Rempart. Le Dernier Rempart. Je crois que Le Dernier Rempart. Je sors ça de tête, les gars. Le Dernier Rempart, elle est problématique. Avait été
filmé en ScreenX aussi. Ok. Et il était sorti en ScreenX. Et Netflix l'a racheté après pour une diffusion à l'international. Et en Corée, par contre, Psychokinesis, donc en 2018, avait fait premier du box-office pendant quelques semaines. Donc voilà. Mais pareil, en fait, on voit vite qu'il a des thématiques qu'il aime bien reprendre, parce que dans Psychokinesis, on est sur le même point de départ que Busan, c'est-à-dire qu'on a un père, classe moyenne. Alors lui, non, pour le coup, c'est un père qui est issu des classes populaires, c'est un petit agent de sécurité, mais on est sur le même truc où il va chercher à reconquérir aussi l'amour de sa fille. En fait, il l'a laissé tomber quand elle était petite, et sa fille est confrontée à un certain nombre de problèmes. La mère de la fille va mourir. La fille, elle doit avoir une vingtaine d'années, et elle va être confrontée à des mafieux qui veulent lui voler son commerce. Et du coup, il y a le père qui réapparaît, tout ça. Il y a tout un parcours qui revient. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit bien que l'amour paternel et la relation qui existe entre le père et la fille, c'est quelque chose qui revient très régulièrement dans sa filmographie. Oui, on l'a même dans Seoul Station. Il y a un peu un truc comme ça, quoi. Oui, voilà. Il en joue dans Seoul Station, mais oui, il y a aussi ça. T'as la famille en général. Voilà. Bon, moi, j'avais trouvé que Psychokinesis, bon, c'était pas. Pour moi, ça c'était un film direct ou DVD, mais bon, pas visiblement non. J'avais trouvé ça cool, moi. Ouais. J'avais trouvé ça plutôt cool. Après, c'est toujours le problème, c'est quand t'as le dernier train pour Busan en tête, tu vas être déçu. Tout est fade. En fait, tu vas être déçu. Bah oui, c'est ça en fait. J'avais vraiment. Enfin, je sais que la première fois que j'avais vu Psychokinesis, j'avais été déçu parce que je me suis dit c'est le gars qui a réalisé le dernier train pour Busan. J'ai revu Psychokinesis une deuxième fois, et en fait, il m'a beaucoup moins déçu. Et je me suis dit ah oui, en fait, ça se tient. Donc une fois que c'est sympatoche. Voilà. Oui, c'est ça. C'est plus léger, on va dire, Psychokinesis. Bon, est-ce que du coup on parle de Peninsula ou est-ce qu'on a 2-3 trucs à dire encore? Non, c'est bon. Alors, Peninsula, Fred, un avis global c'est moi qui attaque là-dessus. Sans spoiler. Un mot. Non, moi je suis un peu en colère. Un peu. Alors le un peu est légèrement des trop. Voitures. Ah, mais effectivement. Alors déjà, j'ai une colère globale là. Bon, alors c'est la deuxième fois là qu'on allait tous ensemble au cinéma. Durant cette période. Je croyais que t'allais dire c'est la deuxième fois qu'on se fait niquer. C'était la deuxième partie de ma phrase. Et bon, alors déjà, je suis un peu en colère globalement, enfin avec l'expérience qu'on a en salle. Là, on était samedi soir, on était 15 dans la salle, un truc comme ça. Bon. On paye 10 € un film dans des salles qui sont en train de mourir quasiment du manque de spectateurs. Il faisait froid. Mais enfin, si tu veux, on a un truc. On avait quoi comme choix là au cinéma? On avait les blagues à Toto. On avait Poli, on avait les parents d'élèves, ce qui est très bien en ce moment. On a envie de rire avec les parents d'élèves un peu relous, hein, c'est vraiment dans l'actualité ça. Et on avait donc Peninsula, quoi. Et il y avait Antoinette dans les Cévennes qui, paraît-il, est très bien. Alors oui, après il peut y avoir aussi le film Tenet. Qui était Tenet qui était toujours là. Il y a le film de Dupontel qui est pas mal aussi apparemment. Bon, mais là c'est vrai qu'on essaie on va parler de tout sauf Peninsula. Mais non, mais allez, c'est parti. Non, mais justement, on parle de pop culture, donc de choses les plus populaires possibles. Donc on est allé vers Peninsula, mais bon, déjà voilà, l'expérience en salle, elle est très problématique en ce moment à cause de la situation sanitaire, de la distanciation, etc. Et les salles, enfin moi je trouve là c'est un peu à part, mais ça fait partie de mon énervement, ne font aucun effort, quoi. Si tu veux sur le truc. On a des films de merde qui sortent. Bon, ça c'est la faute des distributeurs qui gardent leurs cartouches parce que justement ils ont vu que Tenet ne marchait pas du tout. Faut faire du flouze, quoi. Donc ils veulent pas évidemment sortir leur truc. Là à l'heure actuelle, on aurait déjà dû voir Kaamelott, on aurait dû voir Dune. Bon, ben voilà, tout ça c'est reporté sine die. Voilà, on sait pas quand c'est que ça va sortir. Et là, enfin je sais pas, au lieu de faire des billets à demi-tarif, de ressortir des films que les gens ont peut-être jamais vus en salle, qui pourraient avoir, etc. Non, on a rien. On a des billets plein pot, enfin même pour les jeunes et pour les moins jeunes, je veux dire 10 €, on le disait hier, c'est un mois de Netflix. Les gens en fait, ce qui m'énerve, c'est que les gens commencent à prendre l'habitude de ne plus aller en salle, donc ça ce qui est normal étant donné la situation. C'est à la maison. Mais on ne fait rien pour les y attirer et ils vont prendre l'habitude de ne plus y aller, quoi. C'est-à-dire pour les faire revenir après, pour leur faire débourser autant d'argent pour mais en plus une expérience de salle qui est l'expérience de salle. Pourquoi c'est important en fait de voir les films en salle? C'est pas uniquement pour le grand écran, mais c'est pas uniquement pour le grand écran et le son, etc. Il y a plein de gens aujourd'hui qui ont des rétroprojecteurs et des conditions chez eux qui sont très bonnes, mais l'expérience de salle, c'est d'avoir des salles remplies, d'avoir une énergie collective
collective. En fait, l'expérience du cinéma, c'est une expérience collective. Et avoir comme ça une foule qui va ressentir les choses, qui va donner de l'énergie, et cette énergie va rentrer en nous pour nous faire ressentir le film différemment, c'est ça une expérience de salle. Bah moi j'étais avec tous les 4 et j'ai ressenti ce truc là, vous voyez. Tant mieux pour toi. Mais bon là voilà. Toi 4 ça suffit, Fred, il faut une salle complète. Ouais c'est ça, il t'en faut un peu trop. Non mais des salles à il vient de faire une déclaration d'amour, t'as juste dit tu continues ton explication. Oui tant pis, j'y vais. Des salles à 15, je commence à être gêné. Des salles à 15 personnes. Des salles à 15 personnes avec les masques, les machins, ou avec des... enfin voilà, où les salles en fait ne font aucun effort. Ah oui, et puis il y avait le truc, c'est que non seulement on paye 10 €, mais on a 20 minutes de pub. Waouh. Mais vraiment, on a des pubs mais quand tu pars sur pire que sur TF1 le dimanche, mais TF1 c'est gratuit. Je crois que j'ai compté, il y en avait 28. C'était hallucinant. 28 pubs on a mangé. T'as des pubs dans tous les sens. Enfin, il y a l'expérience de salle, l'expérience de cinéma, pas là, et on a les salles qui sont en train de mourir, et on a ni les distributeurs, mais ça on peut le comprendre d'un point de vue économique, mais surtout pas les salles qui font un effort là-dessus. C'était un mouroir là, ce cinéma. Hier, c'était samedi soir. Ouais. Il y avait 10 personnes dans le hall, 15 personnes dans la salle. Bon, déjà il y a un truc qui déjà met pas en joie pour voir le film. Et donc Péninsula en voilà. soir. Alors maintenant ça y est, j'ai fait mon coup sur les ça salles. mieux. Ouais. Alors Péninsula ça m'a encore plus énervé. Non mais parce que vraiment c'est-à-dire que tout ce qu'on disait là sur le dernier train pour Busan, c'est-à-dire tout ce qui fonctionnait dans le dernier train pour Busan ne fonctionne pas du tout, mais alors à un niveau, enfin moi j'étais effaré par le film de bout en bout dès la première scène. Alors on reviendra plus tard sur l'aspect spoiler, mais il n'y a rien qui a fonctionné, ni la réalisation, ni la musique, ni les effets spéciaux. Les effets spéciaux sont d'une catastrophe, mais un truc, d'ailleurs il y a des effets spéciaux en voiture sans dévoiler la scène, ils sont dégueulasses. Et c'est incroyable, c'est-à-dire qu'on dirait qu'on a un film en 4K et les effets spéciaux sont en 600 par 400. On aurait dit du jeu vidéo un peu. Mais oui. C'est Need for Speed, mais le premier. Mais oui, mais un mauvais truc de jeu vidéo où justement on ne ressent ni la vitesse, ni les impacts, ni rien. On dirait que ça, d'ailleurs, ça a été accéléré en post-production. Oui, c'est-à-dire que ça a été tourné, et alors que c'est du CGI, ça a été réaccéléré derrière, comme les films des années 80 où les voitures pouvaient pas aller assez vite sur l'autoroute, où on accélérait le truc, ça se voyait immédiatement. Là, ça se voit encore plus, sauf que c'est des CGI. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? C'est-à-dire ils pouvaient tourner à la vitesse qu'ils voulaient. Il n'y a rien qui fonctionne là-dessus. On parlait avant du parcours des personnages. Là, le parcours des personnages, il est catastrophique pour moi. Les personnages, ne s'y attachent pas du tout. Il n'y a pas du tout d'arc qui sont d'arc des apostrophes ARC qui sont intéressants pour eux. Oui, non, pas d'arc, Dark Vador quoi. Et c'est, enfin, moi, il y a vraiment le film, j'y suis jamais rentré. Même à un moment donné, j'essayais en fait d'analyser les aspects techniques, des choses comme ça, tellement je me faisais chier. Même là, c'est-à-dire la réalisation qui était maligne dans le dernier train, elle est paresseuse. On dirait une réalisation de téléfilm de 23 heures. C'est-à-dire même pour un téléfilm de 23 heures, j'aurais pas tenu jusqu'au bout. Là, il y a rien. La musique ne marche pas. Ou elle marche trop. Où elle marche trop, les effets spéciaux ne marchent pas du tout. Bon, après on peut dire que les zombies, effectivement, alors dans les aspects positifs, après je vous laisse la parole juste là-dessus pour pas finir que sur des aspects négatifs, mais disons dans les aspects positifs, il a voulu faire une suite qui n'était pas du tout la même chose que le premier film. Ça c'est plutôt pas mal, enfin c'était le cas par exemple entre Die Hard 3 et Die Hard 1, je prends cet exemple parce que justement il passe de quelque chose de totalement claustrophobe à quelque chose de totalement ouvert, à une ville ouverte dans le truc. Il fait des zombies, non plus la menace principale mais la menace secondaire, en recentrant la menace principale sur les humains qui ont survécu. Donc ça c'est, sur le papier, c'est vraiment pas mal, c'est-à-dire qu'il essaie vraiment de faire quelque chose de totalement différent. Sauf que je trouve que... Et on pourrait mettre aussi son crédit, même si c'est pareil, le fait justement de passer d'un truc hyper réaliste à un truc exactement, c'est l'effet de réel total qu'il y avait dans le dernier train. Là il essaie juste, enfin on voit que c'est une volonté. Il y a une volonté. Et même l'effet de réel au niveau des sentiments, c'est-à-dire que dans le dernier train justement quand quelqu'un mourait c'était immédiat, c'est-à-dire c'est la vision humaine, le temps humain, la personne se faisait déchiqueter puis hop on passait à quelque chose d'autre parce qu'il y avait un effet d'urgence en permanence dans le film. Et là non, justement il s'appesantit, il fait des ralentis, il fait du pathos lyrique et ça ne fonctionne, pour moi en tout cas, ça n'a pas du tout fonctionné. Je suis resté totalement sur le côté du film, quitte vraiment des fois à m'emmerder, et alors la fin mais à rigoler, tellement la fin était too much pour moi. Bon alors, on verra après, en spoiler, mais donc grosse déception et même une certaine colère de la soirée qui enfin voilà, j'étais très déçu, surtout après avoir revu le premier film dans la journée. Donc Fred, avis mitigé. Gaëtan? Pour moi on est typiquement en face d'un film malade. Ce que j'appelle un film malade, c'est un film
film qui ne sait pas sur quel pied il veut danser et il ne sait pas ce qu'il veut faire. En fait, moi, comme toi, en fait, ça aurait pu être une bonne surprise de se dire on va faire une suite et on va faire un film qui est totalement différent. Ouais, mais ça c'est bien, c'est comme Alien, comme des trucs comme ça, c'est partir dans une toute autre direction. Et bon, bah, je vais pas spoiler, mais la première demi-heure du film, j'étais quand même relativement enthousiaste sur ce qui allait se passer. Et en fait, assez rapidement, le gars ne sait plus où il veut aller. En fait, typiquement, il y a deux grosses références. Le réalisateur, il cite deux grosses références qui sont flagrantes. C'est New York, c'est New York 97, donc de John Carpenter, et Mad Max de George Miller. Il décide de mélanger ces deux trucs-là pour faire son propre film. Et du coup, à faire un hommage à la série B. Donc, on est plus dans l'actionneur, où il y a moins de choses qui sont peut-être profondes émotionnellement, etc. Mais où il veut faire de l'actionneur. Je me dis, pourquoi pas ? Et le problème, c'est que assez vite il est rattrapé par ce truc de vouloir faire dans l'émotionnel et sauf que c'est purement artificiel, ça ne fonctionne pas, il y a tout qui rentre au forceps et ça me déplaît royalement et comme Fred, les effets spéciaux tout pourris. C'est vrai que si tu veux faire un film d'action, et film grand spectacle, il y a eu combien de millions de budget sur ce film là par rapport à Busan? C'est le double. Il y a 16 millions. Non mais il a fait quoi avec le reste? Il a gardé 2 millions. Dernier train c'est 8,5 et celui-là c'est 16. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Donc moi je résumerais comme ça un film et ça en fait de la pute. Un film qui a un gros problème d'identité, quoi, qui ne sait pas ce qu'il est. Voilà. Ok. Louisette? J'avais beaucoup d'attentes quant à la suite, parce qu'on me dit tu me promets le 4 ans après. Je me dis bah tiens, ce qui va être intéressant, c'est comment est-ce que les hommes se sont en fait, on construit une nouvelle société par-dessus. Et j'étais assez déçu de voir le résultat au final, même s'il y a quelques trucs qui m'ont plu, mais on verra tout à l'heure sur la partie non spoil. Il y a quand même, il y a des moments quand ils reviennent, par exemple sur la péninsula. Non mais on voit le port. Enfin, je ne dis rien, il y a pas de spoil là. J'aime bien ce décor post-apocalyptique qui était quand même pas mal fait, qui m'a beaucoup rappelé des jeux vidéo et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais comme ce que tu disais, et je pense qu'on est tous un peu d'accord là-dessus, c'est ultra creux. Bah oui. On passe de Busan où on est dans un train, c'est assez facile, à une immense ville qui aurait pu être super bien exploitée au final, à finalement deux grosses courses-poursuites. Pour le coup, dans Seoul Station, qui en fait se passe aussi à l'échelle de la ville de Séoul, je trouve que là il y a une exploitation de la ville dans Seoul Station qui est assez chouette. Et là, moi je trouve que l'exploitation de la ville... elle est fade. C'est fade et puis c'est vu et revu. C'est-à-dire qu'on l'a vu dans I Am Legend, on l'a vu dans World War Z, enfin des trucs comme ça. On a vraiment l'impression d'avoir, comme tu dis, un film malade. C'est un terrain de jeu. Un film c'est un terrain de jeu vidéo. C'est un terrain de jeu vidéo. Mais ça, en l'occurrence, ça m'aurait pas dérangé si il en fait, moi, j'ai un gros problème, c'est qu'on a l'impression qu'il n'assume pas son truc. C'est qu'il n'assume pas son truc. Je suis pas sûr que ce soit assumé. Comment ? Ce qui me fait dire ça, c'est ce que Fred disait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il va y aller en couche, surcouche et surcouche de pathos, d'émotionnel, mais qui va être rentré au forceps cette fois-ci. Non, moi je parlais de la ville en soi. Je parlais vraiment de l'utilisation du décor et comment est-ce que les personnages se bougent à l'intérieur. Et tu te rends compte que c'est comme dans les jeux vidéo. Scénaristiquement, c'est on va à un point A, un point B parce qu'on a besoin de tel objet. Ah mince, on n'a pas l'objet, on va à un point C, et c'est constamment comme ça. Et il y a des morts qui font une espèce de césure dans l'histoire. Et en fait, t'es jamais, comme tu disais, du coup, tu refuses l'histoire, tu rentres pas dedans. Les effets spéciaux font que tu rentres encore moins dedans. Ah non, ça c'est incroyable. Et même les histoires de famille dedans, elles sont artificielles. C'est ce que je dis parce que c'est rentré au forceps. Parce que j'ai l'impression que le gars, il a pas vraiment envie de faire ça, mais il se dit j'ai quand même fait le dernier train pour Busan, donc je vais quand même le faire. Ça c'est toujours ton truc, de me dire, de nous dire le film il est foiré parce que le mec il avait pas envie de faire ça. Et là, il a fait un truc. Mais non, en fait, je pense que le gars, il est perdu. En fait, je pense que quand il a fait son film, il était perdu. Il savait plus ce qu'il voulait faire. Il veut faire des suites encore. Oui, je sais. Mais il veut faire une série. Je pense qu'il a juste raté son coup, ou en tout cas, il a montré des limites, quelque chose qui ne convient pas. Mais alors, moi, je pense que c'est quand même très assumé, mais on en reparlera en spoil justement, parce que pour moi, la première scène est quasiment une déclaration d'intention de ce qu'il veut faire et de ce qu'il fait. On en reparlera après. Et toi, Steven, tu l'as trouvé comment ce film ? Oui, moi, en gros, pareil. Je n'ai pas trouvé que c'était très intéressant. C'est globalement en fait j'ai l'impression d'avoir vu 1000 fois ces trucs-là, du post-apo un peu classique avec des scènes qui venaient de tout un tas de trucs, on a parlé beaucoup de Mad Max, de New York 97, de Land of the Dead de Romero, parce qu'on voit l'inspi, avec une réalisation qui était pas très intéressante, tout un tas de trucs justement sur l'aspect visuel. Alors en soi, moi les effets spéciaux dégueulasses et tout, je m'en fous un peu, mais là du coup ça fonctionnait pas du tout. Et le problème c'est quand t'as une scène qui dure un quart d'heure quand même. Déjà ça dure
dure beaucoup trop longtemps. Ça dure beaucoup trop longtemps. Cet aspect jeu vidéo, il est non seulement au niveau visuel, mais aussi au niveau. On peut juste dire sans spoiler, mais il y a des passages en voiture avec des courses-poursuites en voiture. Tu vois le chemin, tu sais, on dirait un jeu vidéo avec pas de monde ouvert, tu vois. Non, mais c'est hallucinant, c'est un truc de couloir. C'est du couloir. Et le slow motion, quoi. Et les slow motion, insupportables. Alors les slow motion, c'est qu'on est censé tout le temps. On est censé être dans des courses de bagnole avec des bagnoles qui se rentrent dedans littéralement. L'impact, il y a aucun impact. Tu ressens aucun impact. C'est là, elle se touche, tu t'y crois pas une seconde. Les impacts avec les zombies, les impacts entre bagnoles, il y a rien qui fonctionne du tout. Et ce qui est problématique, c'est quand tu dis que le film il arrive 5 ans après Fury Road, quoi. Et là, quand t'as Fury Road dans la tête, tu dis non, là ça le fait pas du tout. Une fois que t'as vu Mad Max, alors effectivement Fury Road, mais même Mad Max. T'as goûté le fruit défendu. Non, mais c'est ça, que tu peux pas essayer de faire du Mad Max en enlevant tout ce qui faisait le côté incroyable de c'est Fury du collage, Road. quoi. Et là, pour le coup, c'est du 100% CGI et t'y crois pas. T'y crois pas du tout. Puis j'ai même l'impression que ce film, on va revenir après dessus, mais il contredit complètement le message de Busan. Bon, déjà sur les couleurs, Busan, on est dans du blanc éclatant, on a constamment de la lumière. À part dans le tunnel. Et dans ce film-là, on est constamment plongé dans le noir. Mais ça, je pense que ça fait partie de son projet de justement faire une suite totalement différente. Waouh, le blanc et le noir. Mais oui, mais si tu regardes effectivement tous les aspects, c'est l'inverse de ce qu'il faisait avec le train. Bien et shitty, quoi. Voilà. En fait, on pourrait dire Busan, c'est essentiellement des scènes de jour ultra réalistes. Et là, c'est essentiellement des scènes de nuit où la nuit elle-même est mais pas du tout crédible. C'est une nuit américaine. On voit que c'est jamais tourné de nuit et l'éclairage est hallucinant. Ce qui fait ils y voient la nuit, vous avez remarqué, ils y voient la nuit. Oui, mais ça marche pas du tout parce que il y en a un qui et nous on voit tout comme si c'était de jour. Il y a un gros problème avec la lumière. Il y a 3 types avec des visions nocturnes et celui qui est devant qui n'en a pas besoin parce qu'il a des yeux, il nique ta lope. Mais non, il est pas nique ta lope, juste il fait jour. C'est tout en plein soleil. Et du coup voilà, il y a beaucoup de moments où on décroche totalement l'effet de suspension de crédulité est niqué, mais à la limite ça c'est pas très. Enfin, j'aurais pu adhérer au truc si c'était vendu comme ça. Et en effet, on dirait qu'il sait pas trop. Bah ouais, moi, il y a quelques idées et ce sera essentiellement des trucs de spoil, donc j'y reviendrai plus tard. Mais quelques idées que j'ai trouvées chouettes qui font que ça suffit pas à sauver le film à mon sens, mais il y a 2-3 trucs à récupérer. On voit que le mec il a quand même des trucs à faire sur les zombies. Je voulais revenir juste sur cet aspect ralenti. Dans Busan, on a 2-3 ralentis, notamment avec un accident de train à un moment donné. On a un ralenti. Et bon, là, il en abuse de ouf. Dans Seoul Station, on a aussi un bon ralenti avec une scène de voiture. Le mec aime bien les voitures. Je crois que c'est un fan de Fast and Furious. Et c'est pour ça que j'essaye de le défendre, tu crois. Donc j'ai lu une interview qu'il avait donnée dans un journal coréen où il donnait sa source d'inspiration principale. Donc là, il a dit en gros, ses sources d'inspiration pour ce film-là, c'était Land of the Dead de Romero. Alors, c'est loin d'être le meilleur Romero, mais bon. Donc, c'est le film de 2005, quand Romero revient. C'est pas mauvais, Land of the Dead, mais oui, c'est pas bien. Mad Max, Fury Road. Oui, ça, c'est scandaleux de même c'est évident. Akira. C'est sa source d'inspiration. Mais par contre, le film de zombies qu'il a préféré au monde. Resident Evil. Non, c'est le Dawn of the Dead. Mais pas celui de Romero, celui de Zack Snyder. Ah putain. Ce qui explique et tu vois les ralentis quand tu sais ça, tu vois tous ces trucs de mise en scène où il y a une sorte de Snyder Cut permanente. Oui, et la grisaille permanente, l'absence de couleur, les choses comme ça. Donc là, en fait, il disait vraiment que pour lui, ce qui a été fait de mieux en zombie, c'est le Dawn of the Dead de Romero, pas de Romero, non de Snyder. Ouais, ça explique 2-3 trucs effectivement. Si une chose sur laquelle que j'ai trouvé plutôt bien foutue, moi, c'est alors les scènes en voiture, on l'a dit, sont catastrophiques à cause des effets spéciaux, pardon. Les gunfights sont quand même plutôt réussis. Là, j'ai trouvé que quand il défouraillait du zombie à la mitraillette, ça allait, c'était viscéral, ça marchait bien. Là, avec la caméra qui tournoie autour du. Oui, j'ai trouvé que c'était assez propre en termes de réal. Et par contre, là où j'ai un gros problème avec le film, je sais pas si ça vous l'a fait aussi, c'est qu'au bout la première demi-heure se tient en termes de rythme, on se fait pas chier. Mais en fait, il y a un espèce de ventre mou dans le film au milieu qui est horrible. Il y a un problème de rythme avec le film qui est assez. T'abandonnes quoi. On se fait chier parce qu'on n'a aucune attache avec les personnages, que ce qui leur arrive, effectivement, ça fait jeu vidéo, mais mauvais jeu vidéo. C'est-à-dire, dans les jeux vidéo, il y a quand même des effets justement de contact, de choses comme ça. Là, mais ça, tu le fais en jeu vidéo, mais c'est de la merde. Mais c'est ça. Les jeux vidéo n'oseraient pas faire un truc pareil. C'est pas possible parce que justement, il n'y a pas d'interaction qui se crée. Et donc, enfin, moi, j'ai trouvé, on reste à distance en permanence. Et alors qu'en plus, effectivement, il y a un ventre mou un petit peu au niveau du rythme. Puis ils sont statiques, ça part. Et est-ce que ça part hyper vite, statique, ça repart, statique. Tu vois, au moins Mad Max, il a le mérite d'avoir un moment de pause et de revenir. Non, mais c'est vrai, dans Max, t'as qu'une pause.
Là, c'est ce dont tu parlais, c'est le ventre mou. Tu sais pas pourquoi il reste statique. Ouais, et puis tu te fais chier. Et puis le problème, c'est qu'il se passe rien. Ils essayent d'installer. Tu dois te servir de ces scènes-là pour construire émotionnellement tes personnages. Mais on reviendra là-dessus, c'est qu'ils sont jamais construits en fait. Les parcours émotionnels des personnages, ils sont pas construits. Il y a un personnage que j'ai trouvé un peu intéressant. Il y a sans spoiler, on va dire, il y a deux antagonistes dans le film. Il y en a un des deux qui est calamiteux, et l'autre qui est un peu plus intéressant. Ouais, le lieutenant là, il est un peu plus intéressant. On en reparlera en spoil. Bon, voilà, mais bon, c'est parce que je cherchais un petit moment des trucs où je me suis dit, ouais, ok, bon. Non, moi, vraiment, le seul truc que je trouve vraiment positif dans le film, c'est, je pense, la volonté de départ. La volonté de départ me semble vraiment intéressante, de vouloir prendre le contre-pied total. C'est ce que faisait McTiernan avec Die Hard, c'est ce qu'ont fait tous les réalisateurs avec Alien. C'est essayer de vraiment dire, puisque j'ai fait ça, maintenant je vais étendre mon univers en faisant l'inverse et en prenant le contre-pied de tout ce que j'ai fait. Mais est-ce que le mec, je me demandais en fait dans quelle mesure le gars il était pas non plus dépassé, parce qu'on a dit le budget il a doublé, donc on se dit que ça doit être une production qui doit être aussi surmonstrueuse, etc. Est-ce que le mec il a pas été dépassé par un truc qui est plus trop gros pour lui, quoi. Peut-être qu'il y avait des exigences de studio qui sont arrivées. Ouais, mais au-delà des exigences de producteur, tu vois, tu te dis, d'un coup, on te dit, tu peux faire telle chose en termes d'effets spéciaux, des ambitions visuelles. Toi, tu te dis, bon, ça passe, quoi. Bah oui, non, mais tu vois bien que ça marche pas. Tu vois bien que ça marche pas, mais le fait que d'un coup, t'aies des millions de dollars comme ça qui te tombent dessus et on te dit, voilà, est-ce qu'il est pas dépassé par... le scénario, déjà, il tient pas la route. Ouais, pour moi, il y a vraiment... Ça, moi, ça me pose pas... On y reviendra, mais ça me pose pas problème, le scénario. Busan, quel enfer ce mot. Busan, tu peux faire un truc extrêmement simple. Tu vas d'un point A à un point B. Là, non. Tu vas à un point B, tu reviens. Enfin, tu vois, le truc déjà, il tient pas la route. Mais là, il faut qu'on attaque. Là, j'ai trop envie d'en parler. Je pense que. Je suis pas d'accord, mais. Ça tient pas la route. Non. Je pense qu'on va pouvoir commencer à spoiler. On peut parler de la musique. Vous aviez parlé vite fait de la musique. La musique, là aussi, j'aimerais en dire plus en spoil. Il y a une scène en particulier qui m'a fait halluciner, mais la musique de manière générale est assez, c'est lacrymal, ça se veut lyrique, mais ça tombe à plat parce que c'est tellement exagéré. Sur la musique, juste, il a pris un autre compositeur que Dernier Train pour Busan. Gustavo Santaolalla, non, pour la guitare. Non, c'est pas du tout. En tout cas mais c'est la scène de guitare dont je voulais parler justement. Ouais. Mais le musicien, en tout cas, le compositeur, c'est Bo Kye, qu'on avait vu chez Kim Ji-woon dans J'ai rencontré le diable. D'accord. Et surtout qu'on avait vu dans Burning. C'est lui qui faisait la musique de Burning, qui était quand même pas mal. Et là, en effet, bon, c'est un peu. Alors, je pense qu'il a pris le contrepoint, de Busan, où la musique est passée un peu inaperçue. Moi, j'ai pas trouvé, parce que pour Busan, il y a le thème principal qui m'avait marqué, qui m'avait vraiment marqué. C'est quelque chose. D'ailleurs, c'était assez drôle parce que c'est quelque chose que je vais réécouter de temps en temps sur YouTube. Ouais. Le thème principal. Mais je veux dire, tu vois, en accompagnement vraiment de l'action. Il n'insiste pas comme ça le fait là dans ce film. Il y a vraiment. Et donc là, il a pris un peu le contre-pied. Voilà, on va mettre de la musique. Mais là, les violons, ils sont intrusifs de ouf. On y reviendra là-dessus, mais ça participe de l'artificialité du truc. En fait, il y a un truc qu'il ne fait pas, et du coup, il essaye de le compenser. La première partie, j'aimais beaucoup la guitare justement de la première partie. Ça va clasher, ça j'aime bien. Mais effectivement, ça participe un peu de ce que tu disais avec Zack Snyder. Il y a vraiment effectivement ce côté avec la musique qui est trop forte, trop présente. Enfin, en tout cas, trop forte, trop présente, qui en tout cas va insister sur des éléments qui devraient passer sans elle. Quand même. Et mais faut arrêter de comparer à Tenet. Mais qui effectivement, on a que 2 films cette année. Une artificialité totale, quoi. C'est-à-dire que la musique va essayer de te tirer vers le sentiment parce que le film n'y arrive pas lui-même, quoi. Et là, non, du coup, moi, ça me fait un peu sortir. Non, mais moi aussi, ça me l'a fait. Et pourtant, des fois, j'essaye de m'accrocher. Mais là, ça me l'a fait. J'ai dit, non, mais là, c'est grossier, mec. C'est grossier. Et moi, je veux pas rentrer dans ton truc. Il y a un effet de grossièreté qui est incroyable. Ça faisait trop la commedia dell'arte, tu vois. Genre, on pousse les manettes à fond dans le lacrymal. Oui, c'est ça. Parce que comme il a pas bien écrit ses personnages, que ces personnages, on n'a pas d'attache avec eux, il faut que ce soit par une musique. C'est compensé artificiellement par la musique. Donc oui, c'était quand même un film qui était attendu, surtout avec la période actuelle. Tu nous as rappelé un peu les conditions désastreuses du cinéma actuellement. Oui, c'est vraiment problématique. Il était attendu, il était particulièrement attendu en Corée parce que le mec a quand même une certaine aura de réalisateur, surtout depuis Dernier Train pour Busan. J'avais rappelé que Psychokinesis avait fait quand même premier au box-office coréen quand il est sorti. Donc c'est un type qui est assez suivi en Corée. Là, il a un casting en plus avec énormément de grosses stars coréennes que nous, à l'international, on connaît pas
qu'on connaît pas du tout, mais qui sont des stars. Hein. Celle qui joue la mère, donc son nom c'est, je ne sais plus. Catherine Fro. C'est toujours celle qui joue Min Young. Min Young. Ouais, donc c'est le personnage de la mère, okay. qui est une star de la chanson et du cinéma. Le personnage principal que l'on suit est une énorme star coréenne qu'on voit un peu partout, qu'on a vu dans beaucoup de films, etc. Et il est allé choper dans plusieurs types d'acteurs différents pour toucher plusieurs générations et pour toucher un peu tout le public coréen. Donc il était très attendu. Il y a eu 2 polémiques, ou des petites polémiques, hein, mais une première sur sa réaction à lui face aux critiques du film, où il avait dit en fait c'est parce que vous aimez pas le changement. Il a été obligé de s'excuser. Ça, c'est énervant. Il a été obligé de s'excuser auprès des gens pour dire bon bah voilà. Et l'autre polémique, peut-être qu'elle explique. C'est juste une hypothèse, hein, mais elle explique pourquoi le film n'a pas été retardé, notamment chez nous. C'est qu'il y a eu une polémique sur le calcul du seuil de rentabilité du film, où ils ont attribué un mode de calcul différent. J'ai pas très bien compris les subtilités, mais en gros, le seuil de rentabilité exclut tout un tas de trucs de vente à l'international et de vente sur les plateformes de VOD, ce qui fait qu'il y avait 10 millions de seuil de rentabilité en moins. Comme s'ils les avaient déjà. Et donc du coup, il y a tout un truc dans leur mode de calcul qui fait que le seuil de rentabilité attendu en Corée dépend un petit peu en fait de l'international. Ça a fait un peu polémique parce qu'en fait, ça veut dire que pour leur classement, ils ont attribué un mode de calcul qui les place d'office hyper bien classé sur la rentabilité du film. Mais de toute façon, le film marchera moins bien de par les effets structurels là, du coronavirus, mais aussi de par sa qualité intrinsèque. Je pense que le film il peut pas aussi bien marcher que le dernier. En Corée, je crois qu'il marche très bien. Hein, en Corée, il marche très bien. Il sort en 4DX en Corée. Oui, exact. Il a justement, je voulais le dire, le film d'avant, tu disais qu'il avait été fait pour le Streamix. Cinemix, je sais plus comment ça dit là. Enfin, les trois, le Screenix. Et celui-là, a par contre été vraiment pensé pour la 4D. Quoi. Ouais. C'est pour ça que les effets spéciaux sont pourris en fait. Ça passe mieux en 4DX. Alors, en tout cas, mais ça a été prévu pour franchement, ça. moi je me suis dit après, peut-être qu'au niveau du détourage des voitures et tout ça, peut-être qu'en 4D ça claque. Parce que du coup, la 4DX, c'est ces écrans et puis aussi tout le. Oui, en fait, il y a les sièges qui bougent, on reçoit des petits gouttes d'eau, il y a du vent dans les cheveux, il y a des trucs comme ça. C'est le futuroscope. Oui, exactement. C'est le futuroscope. Exactement, le futuroscope. Et probablement qu'il y a quelques scènes, notamment les scènes de bagnole, c'est le puits du fou, qui doivent marcher peut-être qui doivent un peu mieux marcher, mais ça peut pas sauver le film parce qu'il y a quand même des problèmes d'écriture, des problèmes d'exagération. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de côté un peu, on disait jeu vidéo ou cartoon. Contemplatif, Je pense que si tu prends, je sais pas, genre tu prends les attractions du futuroscope, en effet tu les balances en écran 2D, ça va être dégueu. Je pense qu'il y a un côté attraction dans le film qui doit vraiment du coup être pensé avec la 4D. Un côté très divertissement. Mais bon, c'est un film, il faut quand même qu'il se tienne justement en tant que film de cinéma. Et il a été, du coup, il est sélection officielle du Festival de Cannes. Alors ça, c'est une honte absolue. Alors il n'est pas en sélection officielle, il est hors compétition quand même. Mais il a le label. Ouais, voilà, le simple fait qu'il soit sélectionné à Cannes, mais c'est du grand n'importe quoi. Enfin là, moi, je peux même pas comprendre qu'un film comme ça puisse être sélectionné. Pour moi, en tout cas, c'est d'un niveau de téléfilm, et en particulier, normalement à Cannes, ils font attention à la réalisation, à l'aspect cinématographique. Là, il y a rien. Et qu'il soit sélectionné à Cannes, qu'il soit en tout cas qu'il ait le label Cannes, même s'il est hors compétition, vraiment c'est incompréhensible. On dirait que comme il est dans le label hors compétition, t'as plein de gens qui viennent. Genre, je me rappelle qu'à la sortie d'Expendables 2, les gars, ils étaient venus faire le show aussi. Il était en compétition, c'est juste que Cannes a été annulé, les gars. Ah, il était en compétition. Il me semble qu'il était en compétition. Il a reçu le label après coup, mais il me semble qu'il était en compétition. Je l'ai vu hors compétition, je crois. Mais en tout cas, effectivement, il y a un label, mais Expendable, t'as pas le label Cannes au début. Non, mais je me rappelle que les gars projeté à Cannes. Mais là, lui, non, effectivement, il a le label au début du film, on a le label Cannes. Et sur l'affiche, il y a le label Cannes. Après, il se mouille pas trop en disant c'est du hors compétition, et puis voilà. Ouais, mais du coup, effectivement, ça donne quand même une espèce de crédibilité, ou en tout cas une espèce de vernis au film. Justement, en lisant les critiques coréennes, ils insistent énormément sur ça, sur l'aspect Cannes. Il y a une reconnaissance aussi du cinéma coréen. J'en parlais avec une amie du film, elle me disait bah non, ça doit être pas mal, ça a été primé. Mais voilà, non, c'est ça, la belle Cannes. Mais c'est exactement ça. Pour le grand public, tu vois la palme de Cannes, tu sais pas s'il est primé, s'il est en compétition, hors compétition, s'il est dans le off, s'il est dans le machin. Donc évidemment, les gens, il y a quand même ce truc-là, et c'est absolument scandaleux. C'est-à-dire, on dirait vraiment que comme il est comme c'est coréen.
et que en ce moment, avec Parasite, etc., la Corée a une bonne, ils ont le vent en poupe. A une bonne réputation au niveau du cinéma. Il est mis à Cannes juste parce que il est coréen. C'est comme si on mettait, je sais pas, le Vidog de Pitof, parce que le mec est de la même nationalité que Godard, ça doit être pas mal, quoi. Tu vois, c'est absolument hallucinant qu'un truc comme ça puisse avoir le label Cannes. Après, je me demande dans quelle mesure il fait pas partie de leur catégorie blockbuster intelligent. Il fallait qu'ils en aient un, du coup ils le sortent. Mais le scandale est là. Oui, c'en est pas. Non, c'en est pas un du tout. Mais ils sont allés chercher ce qui traînait. Ils se sont dit, ce gars-là, je suis même pas sûr que le film il le regarde vraiment. Ce gars-là, il nous a fait Busan. En fait, peu importe comment ils ont fait. En fait, qu'ils l'aient regardé et qu'ils ont donné le label, c'est scandaleux. Qu'ils l'aient pas regardé et qu'ils aient donné le label, c'est scandaleux. C'est un truc, c'est hallucinant. Non, mais j'essaye de trouver pourquoi. Tu vois. Oui. Bon, voilà. Donc en tout cas, c'était une grosse attente, un peu comme Tenet, et visiblement, on est un peu déçus. Mais on va finir par passer par des aigris du cinéma, mais non, il y a plein de choses qu'on aime, mais là... c'est la période qui fait ça aussi. Putain, Louise, c'est quoi le sac à puce là au fond de ton bar qui gère buisson partout? Ah, mais ça, c'est Guy, il est tout le temps bourré, là, c'est normal. Mais non, bordel, c'est un zombie, Louisette. N'importe quoi. Il a les yeux noirs, là, regarde ça, là. J'ai entendu Macron, ça c'est un zombie. Ça, c'est un zombie. Louise. Par contre, c'est vrai qu'il vomit du sang, c'est pas très normal. Ouais, et puis regarde les yeux. Le regard bizarre en plus. Il se relève, les gars. Taisez-vous. Ok, je fais la lumière, on va se cacher sous les tables. Putain. Merde, comment on va faire? Putain, vas-y, rentre. Je vous ai dit que j'avais des problèmes de dos, putain, merde. Je crois qu'il faut qu'on aille voir les objets trouvés. Pourquoi? Il y a un sabre laser. T'es sérieuse? T'as un sabre laser dans ton table? Mais juste, tais-toi. Ça. Oh là là. Si. Qui c'est lui? Tu vas devant, je te suis. Ouais, très bonne idée. Les cavages, faut regarder faire. Ok, on est arrivé jusqu'à la boîte. Fred, active le sabre. Attends, non, ça c'est un god. Tiens, ça c'est un sabre. Autre objet. Et ça marche comment ça? Y a pas de bouton, y a rien. On comprend rien. Je crois qu'il faut... Concentre-toi. Utilise la force. Avec la force. C'est bon les gars, là j'ai trouvé comment ça marchait. Ouais, ça fait de la lumière, il arrive. Bien joué. Ouais, attendez, peut-être il y en a d'autres. Louisette, rallume vite fait la lumière. Ah, je croyais que t'allais demander une mousse. C'est pas trop le moment. Oui. Attends, je rallume la lumière. Attendez, moi je me cache. Non, c'est bon, y a plus rien. Je crois qu'il y a plus rien, mais je crois que t'as plus de clients non plus. Non, ok, c'est bon, on peut... Non, mais c'est bon, je vous crois maintenant. J'éteins cette merde. Bon, maintenant qu'il n'y a plus de zombies, on peut peut-être reprendre une mousse et puis on va pouvoir spoiler un peu le film, parce que ça nous démange depuis le début. Parce que déjà l'ambiance est pesante, donc autant se lâcher sur tout ce qu'on peut dire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le film? Bon, déjà, le point de départ, en gros, Péninsula, c'est que ça se déroule 4 ans après Busan. Du coup, la Corée du Sud, en gros, elle a été mise en quarantaine parce qu'il n'y a que la Corée du Sud sur la planète qui est impactée par pas la Corée du Nord. Hein. Non. C'est la Corée du Nord, elle s'est défendue avec des missiles terre-terre. Et d'ailleurs, c'est assez bizarre. On voit là ce truc de Corée du Nord, on n'en reparle plus du tout après. Oui, moi j'ai trouvé ça bizarre. Au début, où c'est énoncé, je me suis dit, putain, il va y avoir un truc stylé. Moi aussi, setup payoff, tu vois, que ça serve à quelque chose. Non, ça sert à rien, à part dire que la Corée du Nord, elle, parce que c'est un régime autoritaire... on se mouille pas trop, quoi. Non, mais je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi je sais pas s'il y a une signification politique. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'était un truc de genre d'inversion, justement, de la clôture. La Corée du Nord, qui est clôturée, et là, c'est la Corée du Sud qui vient de clôturer. Mais en fait, je pense que c'est juste pour justifier le titre, Péninsula, quoi. Oui. Voilà, en fait, ça se passe que là, et effectivement, la seule frontière terrestre qu'ils aient, c'est avec la Corée du Nord. Cette frontière a résisté. Et donc, du coup, le reste du monde n'a pas subi ça. Ou alors c'est une parodie, ils sont tellement forts. Non, je pense pas. Je pense qu'en effet c'est plus pour insulariser la Corée du Sud et puis montrer qu'il y a que en Corée du Sud eux deviennent. Mais il y a quand même un discours sur le... Enfin un discours. On peut voir un truc avec les bateaux, etc. Sous tout le contrôle d'entrée en Corée du Sud, qui est en fait tout le contrôle d'entrée habituel en Corée du Nord. Et une sorte de jeu d'inversion qui est peut-être que nous on le voit moins parce que c'est très coréen. C'est leur problématique à eux. Et avec les Coréens du Sud qui deviennent des migrants, quoi. Voilà, c'est ça. Alors il y a un truc sur les migrants. Finissons le pitch. J'allais revenir sur la suite de l'histoire. Donc on est 4 ans après Busan, la Corée du Sud a été mise en quarantaine. Il y a des Coréens chanceux qui ont réussi à quitter la Corée du Sud avant qu'elle soit mise en quarantaine et qui sont immigrants à Hong Kong. Dont 2 frangins qui vont être les personnages principaux du film globalement. Et ces frangins là, il y a un méchant occidental
à Hong Kong, qui leur propose d'aller chercher de l'argent, parce que l'argent ne sert plus à rien en Corée du Sud, un camion blindé d'argent, et du coup ils doivent retourner en Corée du Sud en quarantaine pour récupérer ce camion. Donc là, 20 millions de dollars. Déjà en termes d'enjeu. Donc voilà, donc ça c'est le pitch de base du film, et de là voilà. À partir de là, on apprend un truc. Au début, on a une sorte de bulletin journal, enfin. Qui a l'air de se passer qui est mal foutu. Qui est tourné aux États-Unis. C'est une espèce de late night show. Exactement, c'est un late show. Qui explique ce qui se passe. Rappelez-nous ce qui d'ailleurs, se passe. même là, c'était assez rigolo parce que s'il y a vraiment un événement comme ça qui se passe dans le monde, il n'y a pas un humain sur la Terre qui ne sait pas comment ça s'est passé. Et là, le gars raconte oui, il y a eu ci, il y a eu ça, et donc on lui pose des questions complètement factices. Alors en combien de temps ça s'est effondré? C'est très artificiel. Un seul jour. Alors voilà, en fait, ça ne parle qu'aux spectateurs pour lui remettre en idée un petit peu le contexte. Il y a un truc là-dedans que j'ai trouvé sympa, c'était l'espèce d'annihilation de la fin de Dernier Train pour Busan, qui est placée en une phrase. Oui, en une phrase, absolument. Et moi, ça, j'ai trouvé ça sympa parce que ça nous rappelle tout un tas de trucs aussi du film de zombies, avec l'espoir de trouver la ville. Il y a toujours, que ce soit le Havre, quoi, de paix. Ouais, voilà. Je crois que c'était le Havre. Le Havre. Il y a toujours un parallèle entre Busan et le Havre. C'est exactement pour ça que j'ai rajouté le P. Pourquoi le Havre? L'essence du port du Havre. Dans tous les films de zombies, il y a le Havre. Non, le Havre. Il y a Édouard Philippe qui dit venez. C'est donc la ville d'Édouard Philippe qui résiste. On a toujours ce truc qu'on a souvent détourné dans Zombieland. On a toujours ça dans The Walking Dead. Il y a cet espoir de la ville qui est épargnée. Ouais, l'Arcadie. Préservé. Et donc là, Busan, c'est ça. On apprend au bout d'un moment que Busan, c'est l'endroit où ils ont réussi à se barricader. Et là, en une phrase, c'est genre, c'était un mythe. Voilà, et donc là, tu repenses à tes deux personnages. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Elle chante plus trop, la gamine. Ça, j'ai trouvé ça. C'est une petite idée, c'est loin de sauver le film, mais je trouvais ça cool de nous détruire comme ça. Et ça nous donne un horizon d'attente. Justement, on se dit, ça va pas parler de la suite, ça va pas parler des mêmes personnages. Et effectivement, il n'y a aucun personnage commun. On dirait un petit peu le début de mais ce film ne va pas du tout traiter de cette histoire. C'est ça, oui. Ça va pas traiter, comme tu disais au début, on ne sait pas si on va avoir la suite directe, si on va revoir la gamine. Moi, je me demandais si on allait revoir la gamine 4 ans plus tard, etc. Bon, voilà, tout ça est balayé effectivement en une phrase. C'est à peu près le seul truc bien. Voilà. Très bien. Ça tant mieux parce que après tu sais pas où tu vas. J'ai trouvé ça malin en fait. Ça t'emmène. Tout à fait. Après le problème c'est que ça t'emmène pas dans la bonne direction. Alors ce début là avec ce night show chelou et en parallèle avec aussi ce qui se passe au DayZ. Pour le protagoniste. Voilà, pour le protagoniste où on suit sa trajectoire justement où il quitte la Corée du Nord la Corée du Sud pour rejoindre Hong Kong. Et donc c'est là où on voit son lien avec donc c'est pas son frère en fait, c'est son beau-frère. C'est son beau-frère. C'est le mari de sa sœur. Oui, tout à fait. Pardon. Donc on suit ce personnage qui essaie de s'enfuir, qui est un militaire et qui emmène sa sœur, le fils de donc son neveu et son beau-frère en voiture jusqu'au bateau. Voilà, vers un bateau pour quitter la péninsule. Voilà. Et donc là, est-ce qu'il y avait, je sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé justement de cette micro-histoire de son départ. En fait, d'emblée, on te met face à un dilemme moral, mais au bout de 10 minutes de film. Alors que le dilemme moraux dans Busan, ils arrivaient au bout de une demi-heure, 40 minutes. Là, c'est d'emblée, notre héros, il fait face à un dilemme moral qu'on va récupérer à la fin du film. Donc en fait, le dilemme moral, c'est qu'il y a une famille qui lui demande de s'arrêter sur la route. Et il dit non. Et voilà, mais le père a l'air blessé, il est en sang, donc on est au début de l'épidémie. Et il y a une femme avec une enfant, et effectivement, il s'arrête pas pour continuer sa route avec sa propre famille. Ce qui, dans le contexte d'une invasion zombie, n'est pas non plus une décision ahurissante. Oui. Il n'y avait pas assez de place dans la voiture. Oui, non, mais ils auraient pu prendre la petite, mais effectivement, ils ne savaient pas s'ils étaient infectés, etc. Enfin, les risques à prendre pour s'ils avaient pris la famille étaient complètement disproportionnés. Donc, c'est effectivement un truc, comme tu dis, qu'on va retrouver à la fin du film, mais c'est pas un dilemme moral assez fort, je trouve, dans le contexte d'une invasion de zombies, pour justifier justement le parcours émotionnel du personnage. Je suis pas d'accord sur le fait parce que tu peux être travaillé en tant que personne quand même, en tant qu'être humain, sur le fait que t'aies laissé la famille sur le que t'es face à une invasion de zombies. Alors en fait, ce qui va le travailler, c'est qu'il va revoir les personnages durant le film. Mais par contre, ce que je trouve mal fait, c'est qu'on a 2 scènes en fait où on te rappelle qu'il a été confronté à ce truc-là et que c'est pas en fait son dilemme moral n'est pas travaillé dans le film. Mais parce que moi, par contre, la scène juste où tu vois la voiture partir avec la meuf qui a la gamine dans les bras, j'ai trouvé très très efficace. En termes d'émotion, moi, je l'ai trouvé pas mal. Elle est efficace, mais justement, alors là aussi, c'est peut-être d'avoir vu le dernier Train pour Busan
épisodes dans la même journée, mais justement dans le dernier train, on a tout un parcours de ce genre d'émotions, de devoir quitter des gens qu'on aime, d'avoir des gens qui vont se sacrifier, des gens qui vont mourir, etc. Donc là, d'avoir une famille d'inconnus pour lesquels on s'arrête pas parce que voilà, il y a quand même une invasion et une grande épidémie de zombies. C'est pas quelque chose qui est bouleversant, quoi, je trouve. Ouais, mais moi en fait j'avais l'impression, c'est vraiment chronologique dans ma vue du film, où j'avais l'impression que c'était une sorte d'annonce de attention, ça va être un peu violent en fait en termes d'abandon de personnes, etc. Il va falloir faire des trucs, on est dans un environnement hostile, etc. Et puis on suit là le thème de la peur de l'autre quand même, qu'on avait énormément dans Busan. C'est ce moment où ça devient presque irrationnel, et quand tout le monde acquiesce, trace ta route et n'aide pas ces gens. Et là tu te dis bon, ok, super, il y a le thème, le dilemme moral comme dans Busan, et la peur de l'autre, ça va être cool. Ça c'est vraiment une des thématiques du réalisateur, de comment dire, de cette question d'appartenance, et qu'on a dans Busan, qu'on a énormément dans Seoul Station, parce que même les SDF en fait passent leur temps à se demander s'ils viennent du même quartier, etc. Donc il y a un truc de territoire et tout ça, et là il y a ce truc d'appartenance, donc de la famille en l'occurrence, qui va arriver aussi à Hong Kong avec le fait d'être étranger. Donc là, ce sont des Sud-Coréens qui sont étrangers à Hong Kong, qu'on va rejeter. Qui vont totalement rejeter. Et il y a un truc, mais je pense que ça ne fonctionne pas, mais quand ils reviennent en Corée du Sud, il y a aussi cette question de vous êtes pas d'ici, etc. Et on dirait que ça fait partie des trucs qui pourraient développer et qui ne le sont, à mon sens, pas suffisamment en fait. Et d'ailleurs, pourquoi Hong Kong ? C'est ma question. Pourquoi Hong Kong ? Sur tous les pays. Ça doit être le premier port libre. C'est ça, en termes de distance, c'est ce qu'il y a. Parce qu'en fait, ils partent normalement, le bateau part pour le Japon, et le Japon leur dit non. Après, oui, c'est vrai que je juge peut-être cette scène rétrospectivement en fait, au reste du film, parce qu'effectivement, quand je l'ai vu la première fois. On nous la resserre en fait. Oui, voilà, mais quand je l'ai vu au début, j'avais quand même ce petit truc de dire, oui, mais sorti du dernier train, c'est pas quelque chose qui est bouleversant. Mais effectivement, si ça avait été bien traité par la suite, c'est pas du tout une scène qui est problématique. Et par contre, ce qui est problématique, c'est le traitement de ce personnage principal-là dans la suite du film, parce qu'en fait, c'est le héros, en fait, il le pense comme un héros badass monolithique par excellence, c'est-à-dire qu'en fait c'est le héros d'action qui est là, qui sait shooter hyper bien, qui sait se battre super bien, qui n'est tiraillé par rien, enfin c'est une machine quand il agit, sauf que de temps en temps il fait un cauchemar qui nous rappelle il va pas très bien ce personnage-là. Il y a un petit flashback sur ça. Toute la scène du début qui est censée t'attacher émotionnellement à ce gars-là, comme c'est abandonné tout le reste du film, je sais pas vous ce que vous en avez pensé. Mais ils le font par montage, quoi. Mais mettre des cauchemars. Oui, mais c'est 2 fois 30 secondes dans le film, et on te rappelle, non mais en fait tu te rappelles, c'est un pauvre gars qui a subi un traumatisme quand même. Alors qu'en fait tout le reste du film tu le vois avec une mitraillette, et c'est une machine de guerre en fait, le mec. Moi ce que j'ai trouvé assez étonnant comme choix, c'est donc voilà, c'est cette famille qui l'abandonne, il va les retrouver, et immédiatement en fait on te montre que c'est eux. J'ai trouvé ça étonnant, parce que à la limite ça aurait pu constituer une bonne révélation, parce qu'on avait totalement oublié en fait cette famille-là, on avait oublié ça. C'est 4 ans plus tard, on aurait pu ne pas les reconnaître. C'est ça. Coucou, tu m'as abandonné sur le bord de la route. Avant le flashback, mais ça qui arrive très tôt en fait dans cette rencontre. Je les avais pas reconnus, moi j'étais loin de me dire. Les petites. Voilà. Et en fait, ça aurait été hyper efficace de le mettre une sorte de révélation finale, de, je sais pas, la mère à la fin qui lui dise, en fait, on s'est déjà croisés, donc maintenant tu vois quelque chose. Mais même le héros, entre le passage où il est habillé en militaire et le moment où il se réveille dans une espèce de paillasse, ils viennent le chercher pour aller voir l'occidental, qui lui raconte le bail d'aller chercher les 20 millions, tu te dis, mais c'est complètement décousu. On passe du bateau où lui il voit sa sœur se faire tuer. Oui, on peut parler de cette scène du bateau là. Ouais, mais en fait, du coup, il n'y a aucun rapport. Du coup, c'est que des sauts dans le temps. Oui, c'est vrai. Et là, t'as un gars qui arrive, coucou, tu veux t'émanciper et sortir de la Corée du Sud, enfin de Hong Kong, là où on te traite comme un chien. T'as 20 millions de dollars à récupérer. On voit beaucoup sa vie à Hong Kong. Et genre, le gars, il est pas ingénu. Il se dit, tiens, ils vont pas me tuer quand je vais récupérer les sous. Et le problème que j'ai trouvé aussi, c'est effectivement leur problème d'intégration à Hong Kong. Tu l'as juste via une scène où ils s'embrouillent dans un bar. Voilà, oui, mais c'est tout. Il y a un mec au fond qui dit, on n'aime pas les étrangers ici. Ouais, c'est ça. Donc, on voit notre travail. Ça fait tellement saloon. Ça sent le taureau par ici. C'est vrai que là aussi t'as un gros problème d'écriture là-dessus. Mais c'est vrai que ça aurait été intéressant de voir un petit peu leur vie à Hong Kong, de s'apesantir là-dessus, et de voir justement qu'est-ce qu'ils portaient en lui comme traumatisme pour décider quand même d'y retourner. Et alors justement il y a cette scène donc dans le bateau, donc qui est le traumatisme initial quand même du personnage, où donc quand il est dans le bateau avec les autres réfugiés et où donc il y a sa sœur et son neveu, il y a un infecté dans le bateau. Et alors là, pour moi en fait, tu sais, avant tu disais que on dirait qu'il assumait pas ou qu'il. Et alors là, je trouve qu'au contraire, cette scène, souvent les premières scènes, c'est les incipits en littérature, mais ça marche évidemment au cinéma. C'est quand même des déclarations d'intention, des déclarations de style
que font les réalisateurs. Et là, justement, sa déclaration de style me disait que, alors déjà que tout ce qu'on avait connu dans le premier Train pour Busan était abandonné, mais qu'en plus, la proposition en fait qu'il faisait, là du coup, ne me convenait pas, ou en tout cas, je la trouvais vraiment très artificielle et très bancale. C'était quoi alors concrètement ? Et bien alors, donc cette scène, on a le premier infecté, et cet infecté va infecter tout le reste non pas du bateau, mais de la cabine, de leur dortoir. Oui, voilà, ils sont un dortoir avec plusieurs autres réfugiés. Et alors déjà, on parlait avant dans le dernier train que la manière de bouger, la manière de se transformer des infectés en zombies. Ah là, quand ils se redressent là, c'est classe. Une souplesse. Moi j'ai bien kiffé. Et ben voilà. Là, moi déjà là, je me suis dit qu'est-ce qu'il est en train de faire. Exactement. Là, c'est un Scooby-Doo, c'est un danseur de hip-hop. Mais d'accord. Est-ce que là justement, il nous dit que les zombies, alors déjà voilà, il va faire des effets de style avec. C'est-à-dire que ça va plus être quelque chose qui va... Enfin, c'était un effet de style aussi, leur manière d'être. Ouais, mais en fait, j'ai l'impression que c'est la même chose que dans Busan, mais en poussé un peu plus loin. Mais oui, mais justement, en le poussant un petit peu plus loin, on enlève cet effet de frayeur et de bizarrerie qu'il y avait chez les zombies pour les transformer. Alors avant, je disais qu'il y avait un petit côté Michael Jackson dans le clip Thriller. Mais alors là, on est complètement dans un clip. On dirait qu'on a un truc... c'est un danseur de hip-hop. En fait, le gars, il fait un salto arrière en tenant un équilibre sur sa main. C'est vraiment un danseur de hip-hop. Et donc, c'est la première fois qu'on voit un infecté dans le film. Et déjà, là, il nous dit quelque chose, quoi. Il nous dit qu'il va plus les traiter de la même manière et que effectivement, on va être dans un effet de style plus que dans quelque chose qui va nous effrayer ou nous. Alors oui, tu dis c'est classe, mais justement. Fait pas peur. En fait, ce premier ne fait pas peur. Ouais. Exactement. Ouais, mais les zombies dans le dernier Train pour Busan, ils faisaient pas si peur que ça. Tu rigoles. Mais si. Mais par contre, dans la première scène, moi, il y a un truc qui m'a marqué. Et je me suis dit là, ça le fait pas du tout. C'est derrière, du coup, il peut pas sauver son neveu. Il peut pas sauver son neveu. Il peut pas sauver sa sœur. Et du coup, il se retrouve avec le beau-frère qui l'empêche de passer. Et là, ralenti, on a une musique triste pendant 2 minutes, tout ça. Sauf qu'on est à 5 minutes de film. Donc t'as aucune attache émotionnelle avec les personnages et il veut te faire pleurer. Et t'es là, tu dis mais c'est trop tôt, mec. C'est trop tôt. Je suis pas attaché au personnage. Alors il y avait encore d'autres trucs dans la scène, c'est-à-dire qu'il arrive donc justement dans ce dortoir où tout le monde a été mordu. Sauf sa sœur, c'est-à-dire c'est la seule et unique personne, sa sœur, elle est en train de tenir son enfant qui est en train de se transformer lui-même, qu'elle veut pas lâcher. Tout le monde est en train de se transformer, mais il se transforme calmement. C'est-à-dire ils sont tous allongés en train de faire et lui donc à faire la toupie il sur la marche tête. très calmement il marche très calmement dans la salle, il va parler à sa sœur qui elle-même tient quelqu'un d'infecté en train de se transformer, et là aussi en fait c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une déclaration d'intention, c'est-à-dire qu'il nous montre que cette menace que les zombies sont secondaires exactement, ils sont là en décorum, effectivement ils vont être une espèce de danger permanent comme ça, en tout cas une menace qui va flotter, mais ça va plus être du tout sur ça que va se focaliser le film, et qu'au contraire, c'est ce que tu disais, une fois qu'il sort de la salle et donc il y a sa sœur qui se fait mordre par tout le monde, etc., eh bien on arrive dès à présent dans ce côté lacrymal, ce côté pathos, ce côté lyrique avec des ralentis, une musique, etc., où on a le frère qui voit sa sœur se faire dévorer, et ça marche pas du tout. Ça et le mouvement, ça fait, comme tu dis, ça fait 5 minutes que le film a démarré. Il se focalise sur les émotions et le mouvement, en essayant de récupérer un peu l'idée du dernier train. Ne sont plus du tout cette force comme on disait avant, une force extrêmement rapide, extrêmement percutante qu'il y avait dans le premier film. C'est une menace relativement extérieure et de décorum. Et par contre, qu'est-ce que va nous raconter le film ? Quelque chose qui va se focaliser sur les sentiments, mais dans un style pathos, dans un style de ralenti, dans un style lyrique, mais avec des personnages qu'on n'a pas pris le temps de construire. Donc effectivement, on ne peut pas avoir des sentiments pour ces personnages-là, contrairement à ce que la réalisation du film veut essayer de nous tirer. Il veut nous tirer vers ce sentimentalisme qui n'a pas pris le temps de construire. Donc en fait, pour moi, cette scène, elle résume tout ce qui ne va pas dans le film, en tout cas ce qui ne fonctionne pas dans le film. C'est une déclaration d'intention sur la manière dont il veut gérer les zombies et sur la focale qu'il va faire sur les sentiments. Je suis quand même pas d'accord sur le côté zombie et le fait que le problème vienne des zombies. Pour moi, c'est avant tout un problème d'écriture mais je dis pas que ça vienne des personnages. Je dis qu'il donne sa focale vis-à-vis des zombies qui va être différente du premier Train pour Busan. Et le truc hip-hop, ça arrive pas qu'une fois, hein. Tu as plusieurs fois où ils se relèvent. On peut parler justement des caractéristiques des zombies. Là, on peut spoiler comme des connards. Donc, il y a cet aspect. Moi, j'ai vu le commun quand même avec Busan sur cet aspect un peu chorégraphié. Évidemment, qu'il y a un lien, comme tu disais, c'est pousser les potards à fond. Il a poussé, Et pour en faire justement ce côté qui était un petit peu chorégraphié, je dis, moi, dans le premier train, je voyais quand même les trucs de Michael Jackson. Mais là, le premier qui se transforme, c'est un danseur de hip-hop. Partir de là, parce que moi en fait une des rares scènes du film que j'ai vraiment apprécié,
C'est une scène justement où ils sont dans une espèce d'arène et ils lâchent des zombies sur des survivants et ils font une espèce de course aux survivants. Pendant 2 minutes, ils doivent survivre. C'est Interville, quoi. Et c'est ça. En fait, c'est Interville. Oui, mais non, mais t'as raison. Mais en fait, c'est un des rares trucs que j'ai trouvé classe et bien monté dans le film. 1000 fois aussi. Mais je dis pas le contraire. Mais j'ai trouvé ça sympa. Gladiator. Allez. Non, c'est New York 97. Oui, mais dans Land of the Dead, on a ça aussi. J'entends. Non, mais pas monté de la même façon. Non, c'est pas. Non, mais je suis d'accord que c'est pas monté. Moi, c'est mais l'idée elle-même, elle est. Mais oui, mais bien sûr. Moi, je l'ai pas trouvé bien non plus du tout là-dessus. Alors, c'est une espèce de plan séquence, mais en fait qui est découpé. On voit le découpage du plan séquence déjà. Moi, ça m'a un peu sorti de là, qui effectivement a déjà été vu. Mais alors en plus avec des trucs, un petit côté coitus interruptus, c'est-à-dire que ça dure que. En français. Français. Coït interrompu. Ça dure 120 secondes, donc déjà ça s'arrête très vite. Donc il y a effectivement cet effet un petit peu du truc. Et il y a une espèce de zombie centipède qui est au milieu du truc, comme dans le Lemon centipède, mais qui sert à rien. C'est des zombies agglutinés les uns aux autres. Oui, c'est bizarre ça. Absolument rien. J'ai trouvé ça stylé, un peu à la Silent Hill. À la Silent Hill, une espèce de oui, mais ils en font rien. Exactement. Évidemment, c'est stylé pour le côté visuel, mais à quoi ça sert? Fred, j'essaye de sauver le film. Non mais moi en gros je dis pas que ça. À quoi sert ce truc là, cet amas de zombies là? À la limite, ça aurait pu être stylé si à l'intérieur t'avais la clé pour sortir, tu vois. Ou qu'il explose à un moment donné. Sinon c'est une mêlée de rugby. Non mais il y a plein de trucs. Tu connais le rugby? Non, voilà. Mais oui, mais c'est ça. Il y a une espèce de partouze bizarre de zombies, tu vois. Mais ça ne sert à rien. Ça dure 110 secondes et hop, il y a un mec qui danse et qui les renvoie dedans. Mais là encore, c'est comme le zombie hip-hop, c'est des trucs. Non, là par contre, je suis pas d'accord avec toi parce que cette scène-là, elle se déroule, je sais pas si vous avez capté, dans un centre commercial. L'arène se déroule dans un centre commercial. T'as un petit clin d'œil à Romero, sûrement. Et en fait, le lieu de là où les gens se divertissent, c'est un lieu de folie. C'est là où les gens à la base s'amusaient dans l'ancien monde. Moi, c'était un espèce de du coup, t'as le clin d'œil là-dessus, tu vois. Je mets pas en cause l'idée ou l'idée, c'est là encore une fois, moi je remets en cause la réalisation de la scène avec un faux plan séquence qui est qui servait à rien. Et des éléments visuels là comme ce zombie centipède qui est là, il est là. Centipède. Oui, c'est le centipède, non? Bon, j'ai trouvé que visuellement c'était une des bonnes. Bon, moi j'ai trouvé que. Il pète ça en fois. Centipède. Mais qui est là et qui sert à rien aussi. On ne fait rien de cet élément là. Gaët, t'es pas d'accord? Non, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est une des bonnes idées visuelles du film. C'est juste visuel. Après, on est dans un blockbuster, on est dans du spectaculaire. Il n'y a pas besoin de trouver de justification à tout. En fait, il y a des fois. Moi, je suis pas d'accord, mais il y a des fois où tu peux être dans le divertissement pur. Et là, t'es dans une scène d'action. Voilà, ils font des effets de style. Après, je dis pas que ça doit être comme ça tout le film. Mais là, on est sur une micro-scène que j'ai trouvé stylée quand la scène elle passe. Mais à partir du moment où tu mets un élément qui en plus est accrocheur visuellement, soit il a un sens dans l'histoire, soit il sert à quelque chose dans l'histoire. Pas faire le fusil de Tchekhov, mais c'est ça la théorie de Tchekhov, c'est que si tu mets un fusil dans le fond de ton décor, la troisième il faut qu'à un moment donné il serve dans l'histoire. Je compare ça. Je suis pas forcément d'accord avec ça, que t'es pas obligé de trouver des justifications à tout ce que tu fais. C'est pas une justification, c'est un intérêt. C'est-à-dire, je prends Mad Max là, parce que là, tout ce qui ne marche pas dans ce film fonctionne dans Mad Max. Dans Mad Max, il y a des éléments visuels qui ne servent pas directement à l'histoire. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont avoir par exemple des échasses. À un moment, ils passent dans une grande étendue un peu marécageuse. Il y a des gens qui ont des échasses. Ça sert à rien dans l'histoire. Par contre, ça raconte quelque chose du background, ça raconte quelque chose des gens qui sont là, qui ont essayé de survivre dans un environnement marécageux, qui ont commencé à se balader comme ça et donc qui ont commencé. Et le joueur de rock, celui qui est le guitariste, à quoi il sert? Il raconte quoi celui-là? Mais c'est pas une histoire de raconter. Mais non, mais je vous dis, soit ça a un intérêt dans l'histoire, soit ça apporte quelque chose à l'histoire, soit ça sert à un moment donné. Mais là, c'est un agglomérat pour revenir à. Le joueur de rock, je suis désolé. Non, mais c'est un agglomérat de corps qui est juste là pour créer l'effroi. Mais non, mais c'est comme dans Star Wars, quand Luke se retrouve face à la grosse bestiole. Quel est le sens de cette grosse bestiole? Elle fait peur, elle va tuer. Mais oui, mais donc elle sert à quelque chose. Oui. Mais voilà, c'est exactement ça. Ça sert à quelque chose dans l'histoire. Je dis pas que ça a un sens, ça sert à quelque chose. Mais le truc sert à quelque chose, ça sert à faire peur et puis est-ce que ça vous on a voit fait pas peur? très bien. Peut-être qu'il y a eu une coupure, je sais pas, que les il y a aucune interaction entre les personnages et cet amas-là. Il y en a un qui finit sur qui finit là-dessus, mais je veux dire, ça sert à rien du tout. Donc c'est pas une histoire de sens forcément. C'est-à-dire soit ça a un sens dans l'histoire, soit ça sert à quelque chose dans l'histoire, soit ça crée un obstacle pour les antagonistes. Il faut toujours qu'il y ait, sinon ça sert à rien que ce soit là. Là, voilà, pour moi ça servait à rien. Quoi. En tout cas, bon après
après c'est pas très grave, c'est un tout petit élément, on va pas batailler là-dessus. Bon, mais je vais t'offrir Silent Hill en Blu-ray. En tout cas, pour moi, c'est aussi représentatif, mais justement de la vacuité un peu que porte ce film. C'est-à-dire qu'il y a des idées comme ça, on met ça là, ça sert pas à grand-chose, quoi. Mais pourtant, je trouve que c'est le lieu le plus intéressant. Bon, pas forcément la scène, mais en tout cas la base avec la section 631. Ouais. Là, je me dis, ok, là c'est ce que j'ai envie de voir. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de quand ils arrivent à cette base avec ces militaires qui sont plus ou moins tombés dans la folie? Moi, ça pour le coup, ça m'a fait chier en fait cette idée de base et tout, parce que on dirait une mauvaise saison de The Walking Dead. Ouais. Où il y a des antagonistes, machin, il faut aller se battre avec des antagonistes, avec un méchant qui est très méchant. Et qui est là aussi assez caricatural. Enfin, je sais pas comment vous l'avez vu là. Le lieutenant là. Ouais. Ouais, le lieutenant, moi je l'ai trouvé chiant. Ça t'a pas intéressé d'arriver dans cette zone, de se dire putain, il y a une enclave avec un corps hiérarchique qui s'est formé. Ouais, mais ce truc de genre des militaires qui prennent un pouvoir et qui deviennent fous. Ouais. On l'a vu dans les films de zombies. L'idée d'avoir une sorte d'organisation déviante qui vont torturer les vivants et tout ça. Pareil, on l'a vu. Surfait. Et la base, j'ai trouvé que visuellement, on comprenait pas comment c'était foutu. C'est vrai, ça c'est vrai. Et du coup, ça m'a un peu fait chier le fait de pas piger et de voir des sortes d'enjeux de pouvoir en plus avec un commandant, un lieutenant, où le commandant il s'est implanqué. Et par contre, le commandant, d'où il sort, j'ai pas compris comment est-ce que les gens lui vouent allégeance. Ouais, ça c'était bizarre. D'où ça sort? Est-ce que c'est le plus haut gradé du truc, quoi? Moi, je pense que c'est comprendre. Parce que le gars, s'il y a personne au-dessus de lui, comment est-ce qu'il est arrivé à ce grade-là, quoi? Après, c'est qu'on peut se dire, il est devenu totalement fou. La première scène où on le voit, il est en train de se suicider quand même. Il veut se suicider, mais là aussi, à quoi ça sert? Est-ce que là, il y a rien? Est-ce qu'il y a quelque chose dans son personnage par la suite que cette scène justifie? Mais c'est l'ironie par rapport à la fin, je trouve. T'allais tirer une balle. Ouais, il y avait plus rien. Ouais, il y a plus rien de cohérent en fait. C'est chez ce personnage-là et ça, j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Oui, moi, pour je le coup. Parce que ça sert à nous montrer une sorte de chaos du personnage. Ouais, c'est ça. Qui est un personnage avec lequel tu commences un peu en empathie parce qu'il est sur le point de se buter. Il voit un espoir et en fait, tu vois qu'il est devenu juste totalement barge. Ouais. Mais pas une folie méchante comme son lieutenant qui est. Non, c'est un désespoir. Ouais. Mais bon. Qui est un chien fou. Son lieutenant, c'est un chien fou. Mais lui, il sert juste. En fait, j'ai l'impression que c'est des antagonistes qui sont placés comme des pions sur la route, tu vois, sur la route des voitures. Et surtout, il y a aucun moment ils te font flipper de ouf et ils vont vraiment prendre le contrôle de la situation. Et de toute façon, je disais que le film, moi, je l'avais trouvé plutôt intéressant jusqu'à la première demi-heure, en gros, et juste après la première course poursuite. Du coup, après les pubs, tu comptes les pubs? Du coup, il a été intéressant 3 minutes. Parce qu'il y a 28 minutes de pub. Le bateau, c'était pas mal. Justement, là où ça commençait à devenir chiant, c'est quand on commence à essayer de t'expliquer le fonctionnement de cette fameuse unité 631, qui est hyper laborieuse, on n'y croit pas, c'est censé être les méchants. T'es là, ils font vraiment de la peine, ils sont pas charismatiques. Ils passent leur temps à être dans la alcoolos, c'est hyper long. Qui vont au jeu. Et c'est pour ça que je défendais cette fameuse scène de 2 minutes parce que c'était c'était le moment où je soufflais en fait dans moment hyper chiant de présentation de je comprends, je suis assez virulent sur le film, mais c'est vrai que c'est, disons, la scène où il commence à se passer quelque chose niveau réalisation, il essaie de faire un truc, quoi. Voilà, c'est ça. Sinon tout le reste c'est un truc de découverte. Elle est amenée justement du point de vue du mec, du mec. Donc on se demande, on se voit à peu près où ça va aller ce truc, on voit que ça va être dégueulasse et tout, mais on se demande qu'est-ce qui va se passer. Et donc là il se passe un truc un peu d'intérêt parce que sinon le reste de la base et tout, je te dis, moi je savais où ça allait. Oui, ça te réveille un peu. Ça te réveille, tu te dis il y a un peu de lumière. Mais en fait, je le compare un peu, par exemple, à la scène de Kill Bill, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de Tarantino aussi. On n'a pas donné comme influence Tarantino, mais je trouve qu'il y en a. Et là aussi, tout ce qu'il fait a été fait 10 fois mieux, et c'est ça qui est problématique. C'est quand t'as vu Kill Bill, quand t'as vu New York 97, quand t'as vu Mad Max, quand t'as vu tous ces films-là, il en reprend des pans entiers ou des idées entières et il le fait 10 fois moins bien. Ça manque de vie d'Adèle. La vie d'Adèle, il aurait pu faire un peu de vie d'Adèle. Mais non, mais il y a un petit truc LGBT+ là dans les. Il y a quand même le méchant. C'était chelou ça. Oui. Hyper chelou. C'est malaisant. À mort la scène. Alors faut qu'on explique de quelle scène on parle. Parce qu'on a quand même donc le lieutenant qui est complètement taré. Qui est vraiment montré comme quelqu'un de totalement excessif, taré, rigoleur, machin. Le mec, la première scène, il bute un mec sans aucune raison. Ouais, non mais voilà, il passe son temps à rigoler en regardant d'autres mecs se faire buter par des zombies, etc. Bon, il est taré. Il se doute qu'il y a un truc de pas bon avec son capitaine là qui prépare un truc chelou. Il est là en train de le travailler, qu'est-ce qui se passe, machin, on dirait qu'il a un regard quand même assez acéré sur les choses. L'autre, qui est censé être son supérieur, il flippe
qui voit quelque chose, il pourrait quand même lui dire bon salut, surtout que ça fait un moment qu'on nous prépare que lui il est plus malin que les autres. Exactement. Et il va comprendre et il va nous griller. Voilà. Donc il y a vraiment ce truc là, donc il y a une espèce de scène de tension, est-ce qu'il va se découvrir, qu'est-ce qui se passe, des gros plans sur les regards respectifs. Il y a vraiment un truc. Et là il y a le sous-fifre qui prépare l'évasion avec le commandant qui arrive, donc là gêne parce qu'il voit le lieutenant qui est là. Et du coup, ils sont hyper gênés, machin. Et donc là, t'as le lieutenant, il fait mais attends, en fait, c'est parce que vous êtes ensemble, les deux, là, je vous gêne. Ouais, c'est ça. Ah ben c'est bon, allez-y, sucez-vous les mecs. Moi, je me gare. C'était trop bizarre. Moi, je suis hyper tolérant. Moi, je suis un méchant tolérant. Allez-y, quoi. Mais d'où ça sort, ça? Ouais, et puis c'est l'exemple même d'une scène ratée parce que t'es censé avoir de la tension, tout ça, t'as plus rien à la fin. Ok. Les mouvements de la tension. Ou alors il sait pertinemment que c'est un coup d'épée dans l'eau et que tu vois. C'est très bizarre. Mais moi je pensais que c'était, tu vois, du coup t'attends qu'ils reviennent ou je sais pas quoi. Parce que tu te dis bon. Mais pas du tout. Il retourne jouer, au jeu là, et il oublie totalement. Ils sont forcément pédés. Ah non, c'est bon. Et en fait, il est pédé. Il y a aucun problème avec eux. Mais il oublie totalement qu'il avait des doutes, qu'il était suspicieux, etc. Il oublie totalement ça et il retourne regarder les jeux, là, les gens qui sont massacrés par des zombies. Mais tout est à l'avenant. C'est-à-dire, en fait, les personnages sont des cons. Ils agissent comme des cons. Mais non, mais ils ne font que des conneries. Ils agissent, mais de manière totalement irréfléchie. C'est des cons ou des fous, mais souvent des cons plutôt que des fous. C'est hallucinant, quoi. Il y a que des exemples comme ça, quoi, pour moi. Moi, j'ai quand même envie de passer à un point que j'ai trouvé plutôt positif dans le film. Donc, c'est la famille qui va rencontrer, du coup, la fameuse famille qu'il a abandonnée au début. Il va revoir la femme avec deux gamines. J'ai trouvé que les deux gamines, grand-père. Et le grand-père, tout à fait. J'ai trouvé que les deux gamines étaient particulièrement attachantes et qu'il arrivait à construire quelque chose d'intéressant dans ces deux persos et des interactions fun, c'est avec les deux gamines. Et la première scène de course-poursuite en voiture, on a dit que les CGI étaient tout pourris et je trouvais que cette première scène de course-poursuite en voiture, elle marchait justement parce qu'on est clairement sur du second degré et on te montre deux gamines qui savent conduire, enfin une gamine surtout parmi les deux qui conduit super bien une bagnole. Il y a une gamine qui a 14 ans, l'autre qui a 10 ans. Et là pour le coup je me suis dit c'était plutôt fun, ça marchait plutôt bien. C'est deux persos que j'ai quand même envie de sauver. Dans ce marasme, on va dire, d'écriture. Pour moi, c'est les moins pires, oui. Voilà. Non, mais j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt bien. Vieillichette jusqu'au bout. La gamine, elle a 8 ans, Fred. Mais non, mais c'est les moins pires, je te dis clairement. Mais c'est quand même pas ouf. Mais effectivement, ça fait le lien avec l'aspect jeu vidéo, du truc. C'est-à-dire que comme on a cette gamine de 14 ans qui est en train de conduire, qui conduit comme on conduit en fait dans un Need for Speed, machin. Là, du coup, elle fait des manœuvres qui sont infaisables. Oui, mais c'était elle appuie sur le frein. Non, mais c'est pas possible. Non, moi, c'est vrai que cette scène-là. J'ai trouvé que visuellement elle était chelou, mais tu sais, c'est un truc de pacte d'adhésion, c'est-à-dire c'est deux gamines qui débarquent, qui sont plutôt marrantes, machin. En plus, il a pris c'est pas leur premier film, les gamines. Celle qui a 14 ans, elle a déjà énormément tourné. Celle qui a 10 ans, c'est son 4e film. Elle a fait une dizaine de séries avant. Donc voilà, il a pris un peu des stars. Et bon, si t'adhères à ça, tu te dis ok, c'est une gamine qui conduit, la petite qui est à côté, qui a l'air d'être hyper badass et tout. Et qui ont connu presque que cet environnement depuis 4 ans, donc c'est effectivement moi je trouve ça pas mal aussi. Moi aussi là, c'est pas du tout un truc qui m'a choqué. Après, il faut quand même qu'on signale qu'on l'a vu en VF le truc. Et ça peut être aussi rajouter le côté artificiel. Peut-être qu'il y a des choses, notamment sur j'aimerais bien voir la scène sur le moment où on révèle leur pseudo-homosexualité. Peut-être qu'avec les sous-titres. En VF, il y a peut-être. La VF était particulièrement. Et donc, un côté ridicule et artificiel qui est peut-être un petit peu plus exagéré avec la VF, ça, il faut aussi le signaler quand même. Donc, sinon, l'arc, on va dire, des gamines, globalement, c'était pas trop mal foutu. Donc, il y a celle qui conduit la voiture et il y a la petite sœur qui conduit les voitures télécommandées. C'était sympa. Surtout que cet aspect voiture télécommandée pour éloigner les zombies, ça c'est partie des petites idées où on voit, moi j'aime beaucoup ça dans ce genre de film post-apocalyptique où on voit l'adaptation des gens, comment ils sont adaptés. Ça j'ai trouvé qu'il y avait quelques une petite boule à facettes comme ça. En fait, c'est quelque chose de rigolo et quelque chose de crédible. Tu dis en fait tu pourrais vraiment faire ça. C'est une bonne idée en fait. C'est ça. Si il y a une apocalypse zombie, je pense que j'irais m'acheter des voitures télécommandées. D'ailleurs j'en ai acheté 3 là au cas où. Donc il y avait sur ça, pareil sur les méchants qui ont usage des fumigènes et tout ça
pour orienter les zombies, les spots sur les voitures. Ça, j'ai bien aimé cet aspect un peu adaptation qui était pas trop mal branlé et qui a ajouté un peu de crédibilité en fait à ce monde qui en manque quand même cruellement, quoi. Et oui, les gamines, oui, en effet, moi j'ai vu qu'on reprochait pas mal le fait qu'elles avaient peur de rien et tout ça, mais bon, elles ont grandi dans un monde de zombies. Moi là-dessus, ça me choque pas du tout. Et c'est les seuls, et encore une fois, moi je trouve que c'est les seuls personnages un peu attachants du film. Ils ont décidé de s'émanciper de la section 631. Bah oui. Voilà, mais c'est pas pour rien, quoi. Et tu parlais des spots tout à l'heure, moi je trouve, en réfléchissant un petit peu, ce qui éloigne les zombies. Donc c'est c'est la lumière et le bruit, c'est ce qui attire les zombies. Ça serait bien que tu le saches, il y en a plein autour de ton bar, Louise. Donc la lumière et le bruit, donc c'est symbole de mort dans le film, comme dans la plupart des films de zombies. Mais aussi la lumière et le bruit, c'est ce qui symbolise nos métropoles, la frénésie de la ville, tout ça. C'est marrant à quel point ça se renverse pour le coup. La nuit et le calme. Chose que nous on exècre maintenant avec notre société de consommation, tout ça. Là pour le coup c'est symbole de paisible, de calme. T'inquiète, on va le retrouver vite fait là, la nuit et le calme. Non mais c'est marrant, tu vois, la lumière et le bruit c'est vraiment ce qui va tuer les personnages, quoi. Oui. Ouais, c'est vrai. Et quand tu vois ça, après c'est dans tous les films de zombies, c'est pas dans. Non mais là il en a fait un trait caractéristique de ces zombies aussi, d'être aveugle dans le noir. C'est-à-dire que habituellement, habituellement tu sors plutôt le jour. Genre The Walking Dead, tout ça, tu sors pas la nuit parce que faudrait être très con. Il faut sortir absolument la nuit parce que les zombies te voient pas. Légende, la nuit c'est symbole de. C'est l'horreur. C'est ça. Et là, il y a une inversion que j'avais trouvée hyper bonne dans Dernier Train pour Busan et qui là, encore une fois, il pousse le truc, ce qui fait que tout va être tourné de nuit avec des nuits qui sont dégueulasses, mais de nuit quand même. C'est toujours pareil, les idées de base, je pense vraiment que sur le papier ou en tout cas dans la réflexion qu'il a faite, il y avait des choses vraiment pas mal. C'est vraiment, pour moi, la réalisation, c'est à partir du moment où ça passe en pratique que là, tout foire. Les gars, ça commence à gueuler un peu fort à l'extérieur. T'as rien, la Louise. C'est vraiment une mauviette. Non, c'est un peu chaud. Mais ça va, l'autre, il a son sabre laser là. Ouais, moi je garde ça, désolé les gars. À part lui, on n'a pas d'armes. Gaël, si tu veux, j'ai une belle tronçonneuse à l'arrière. Oh, je vais aller prendre ça, tiens. Ça c'est bien. Et t'as quoi pour moi? Je crois que j'ai une poêle. Mais t'es sérieuse? Alors toi t'as ton fusil, parce qu'on sait que t'as ton fusil sous ton bar. L'autre il a un sabre laser, machin il a une tronçonneuse. Et moi j'ai quoi? Une poêle. Et la gueule. T'es de ma gueule? Heureusement que je suis meilleur que tu vas te syndiquer, c'est ça? C'est la fin du monde, tu vas te syndiquer? Et oui, le syndicat des survivants. Ok, vas-y, je prends la poêle et puis je vais vous niquer si jamais les zombies débarquent. Et les gars, regardez ce que je rapporte. Et alors, est-ce qu'on parle du coup du climax, cette course-poursuite en bagnole interminable de 15 minutes? Moi là j'avais décroché, je t'ai dit. Course-poursuite en bagnole de 15 minutes qui est absolument immonde visuellement. C'est déjà un moment que le film me faisait chier, mais alors là. Là je crois que c'est très très longtemps. Mais c'est dingue parce que c'est quand même la scène où tu te dis je vais en prendre plein les yeux. C'est hallucinant. Et en fait t'en as marre. Les mirettes. T'en as marre, t'en peux plus, c'est tellement dégueulasse en termes de. Et puis c'est tellement long en fait. C'est hyper long. Il y a quelques idées efficaces, moi j'ai trouvé. Voilà, justement avec les jeux de lumière, les gamines qui font un virage serré et qui balancent les fumigènes d'un côté pour que les zombies suivent. Ça j'ai trouvé qu'il y a quelques idées stylées. Bon à la fin quand ils tirent sur le truc de zombies pour reprendre un truc le truc en verre là pour que les zombies voilà très exactement l'exemple d'un truc qui sert. Vous voyez, on met un truc qui en plus au début est un peu impressionnant. Il y a un petit jump scare. Exactement, c'est-à-dire des zombies qui sont entassés dans une sorte de couloir en verre, un couloir d'aéroport ou de gare. Ils sont complètement entassés là-dedans, déjà et ça sert plus tard dans l'histoire. Si vous voulez écrire un scénario un jour, il faut que ça serve. Non, mais il faut que les choses servent. Qu'il y ait un intérêt. Mais sur cette théorie-là, je suis pas sûr. Enfin bon, bref, c'est pas très grave. Mais je suis pas sûr que tout doit servir. Mais honnêtement, regarde tous les films que t'adores. Je les connais un peu, alors à part les Fast and Furious. mais vraiment, tu vois, les films que t'adores, les Die Hard, les machins, les Mad Max, etc. Tout a un intérêt. Ça veut pas dire que ça a un sens ou que ça sert au machin. Il peut y avoir plusieurs types d'intérêts. Mais il y a toujours un intérêt dans les éléments. Et tu verras. Et tu dis bien les films que tu aimes, il n'y a que ça. Bon, donc pour cette course-poursuite, il y a ces petits moments, en fait, il y a quelques idées hyper stylées qui pourraient donner lieu à un truc, où là tu vois qu'il y a du visuel derrière, que le mec qui fait de l'animation, il a des idées qui visuellement pourraient péter, et en fait comme il rajoute trop, il y a 10 minutes de trop au minimum.
Moi je pense ouais. Et en plus ça dure en sentiment subjectif, ça dure 25 minutes mais ça devient gênant parce que tu sais t'as l'impression qu'il y a même pas c'est qu'en fait il y a même plus la conscience que l'effet spéciaux est dégueulasse. Des fois les gars le savent. Du coup, ils vont te limiter le truc ou ils vont faire en sorte que ça dure pas trop longtemps, tout ça. Là, il te le met en 15 minutes en gros plan. Et là, tu dis, mais mec, arrête, putain, ils sont pas beaux tes effets spéciaux. Tu l'as pas vu. S'il avait coupé un quart d'heure, il aurait peut-être pu avoir des effets spéciaux de meilleure qualité. C'est un truc. Ouais, après moi c'est pas tant le côté dégueulasse de l'effet. Enfin, si, c'était quand même gênant, mais c'est pas ça qui me gêne le plus en fait. C'est le fait que sa course poursuite elle a aucun sens. Ouais, donc clairement. C'est purement gratuit. C'est très jeu vidéo, donc ils vont récupérer la camionnette avec les 20 millions de dollars. Ça c'est pareil, ça il faut qu'on en parle. Ensuite ils se rendent compte, il y a mon bof qui est là-bas, je vais chercher mon bof, il récupère le bof, le téléphone est cassé, on prend l'autre téléphone, course poursuite, le grand-père meurt. Et les casques là. Non mais vraiment, ça fait vraiment jeu vidéo. Oui, mais il n'y a aucun jeu vidéo qui oserait faire des trucs pareils. C'est-à-dire que dans les jeux vidéo, justement, le scénario est prétexte, mais parce que tu vas avoir quelque chose de spectaculaire et de formidable en termes d'interaction. Oui, mais c'est ce que là, c'est une cata. C'est ce que j'allais dire. Moi, ça me pose pas tant de problèmes que ça, ce truc-là. Si à l'intérieur du truc, t'avais des personnages qui étaient construits émotionnellement, si t'avais des scènes d'action qui se tenaient, si t'étais pris par le récit, la simplicité du récit ou du speech de base me pose pas tant de problèmes que ça. Il y a plein de séries B que j'aime bien moi qui fonctionnent très bien sur ces bases-là. Non, mais j'avoue, tu vois, c'est des scénarios très simples mais qui sont hyper efficaces parce que derrière tout est bien construit quoi. Tout est bien construit, sauf que là t'as un scénario qui est très simple et sauf que comme tu n'as rien, bah tu restes fixé là-dessus parce que t'as rien d'autre et tu dis au final mais j'ai vu quelque chose de nul en fait. C'est vide. L'espace il vivote à l'intérieur, mais il se passe rien. L'espace il est pas habité, il est pas caractérisé, les gens sont pas caractérisés. Non. Donc c'est vraiment dommage quoi. Ouais. Et le problème quand tu caractérises pas du tout les gens, et du coup on en vient après cette scène de course-poursuite, c'est les scènes de dénouement émotionnel où il en fait encore des tonnes pendant un quart d'heure. Sortez les violons. Et le problème c'est comme t'as rien de construit, bah alors là moi je sais pas comment vous l'avez vécu. C'est là on a commencé à rigoler je crois. Ah oui, c'est ça, moi ça me faisait rire. C'est la durée du truc en plus. Normalement cette fin un peu étirée, émotionnelle étirée, qu'on a un peu dans Busan. Techniquement, on a ce truc de fin émotionnelle étirée avec le couloir, etc. Mais là, c'est rapproché. Et normalement, le grand-père, la mère. Oui, c'est ça. Il veut tous les faire mourir les uns après les autres en plus. C'est juste un truc qui se retrouve beaucoup dans le cinéma asiatique et spécialement dans le cinéma coréen. Ils sont réputés pour en faire des caisses. On a ce truc-là qui fait partie peut-être d'une culture que nous on a moins. Mais genre là, c'est incroyable. Là, ça en est une caricature. Mais oui, c'est une caricature parce que les personnages sont pas construits encore une fois. T'as l'impression qu'il y a un tiers du film où c'est au ralenti. Quand le grand-père il meurt, c'est rigolo, ça devient rigolo quoi. Quand le grand-père il meurt, et personne réagit. Le gars il fait je vais te sauver. Personne réagit, mais butez-le, vous êtes 8. Tout est caricatural et effectivement dans l'écriture. Et alors encore une fois, là, je disais qu'ils agissent comme des cons les personnages. Oui, ils sont pas si à la fin, mais c'était incroyable. Oui, on comprend pas du tout leurs actions. Non, on comprend rien. Et alors moi là, il y a vraiment, alors c'est vraiment la toute fin, mais du coup là, moi j'étais là, bon ok, il a complètement lâché la rampe le gars. Il y a donc la mère de famille qui est dans une voiture entourée de plein de zombies et donc comme elle veut pas se faire mordre, elle veut se suicider, donc elle met le canon sous sa gorge pour se suicider. Et donc là, le temps s'étire. Et on a le protagoniste qui a un flashback donc de son beau-frère qui lui dit que cette le fois, rationnel, c'est pas voilà. Exactement, et que là cette fois il va pas abandonner la même famille qu'il avait abandonnée au début du film. Donc en fait son parcours émotionnel se dénoue ici. Donc déjà c'est pas terrible. Je vous rappelle la situation d'urgence. On a une meuf entourée d'une armée de zombies dans une bagnole qui sont prêts à rentrer et elle qui s'apprête à tirer dans sa propre tête. Et donc là le gars prend la décision d'aller la sauver et il va parler à la petite fille, il se met à sa hauteur, il prend tellement de temps et il lui dit tu sais quoi, je vais aller sauver ta mère qui est en train à ce moment-là donc là normalement dans le film, si le film se déroulait normalement, on entendait un bang et elle venait de se suicider la mère. Tellement stylé. Ça aurait été beaucoup plus stylé, t'imagines? Ah merde. J'aurais peut-être pas dû te le dire, j'aurais dû te garder la surprise et y aller directement. Mais c'est ridicule, c'est-à-dire que mais alors c'est pas un élément comme ça, c'est-à-dire c'est un enchaînement de que des éléments comme ça. Mais et quand t'en arrives là, mais t'es là, un quart d'heure surtout qu'il y a les casques bleus avec 5 flingues. Non mais c'est une cata. Et donc t'es là, ils agissent comme des cons. Et surtout que c'est son arc de rédemption là au personnage. En fait, je pense que tu disais au début. Mais en plus, dans quelle mesure c'est de la rédemption? Parce que moi, je m'attendais à je m'attendais à un sacrifice. C'est peut-être. Alors déjà, il les a laissés tomber une fois, mais pas deux.
mais pour moi, je le voyais mourir à la fin du film. Je pense qu'il y avait 2 actes de rédemption. C'en était un où, en gros, il faut qu'il accepte de laisser la meuf de côté parce qu'elle lui demande de pour une fois prendre sa fille alors qu'il l'a pas fait. Oui. Ok. Bon bah déjà ça je pensais qu'il allait le faire pour de vrai et il le fait pas. Et ensuite le deuxième acte de rédemption c'est le truc de son beau-frère là qui lui dit parfois le rationnel c'est pas terrible YOLO. Et ça c'est mauvais en plus. Et ça en plus on comprend pas vraiment quelle est sa faute au type de... Enfin tu vois, ok, bon il a laissé sur le bas-côté une mère et sa fille, ça c'est discutable dans la situation et surtout pour l'autre, pour elle sa lui dit sœur. 3 fois, tu me dois quelque chose. Ah t'oublies pas hein, tu me dois quelque chose. Mais à la limite j'ai trouvé que c'était l'arc un peu plus crédible. L'autre avec sa sœur, t'es là genre en fait, bon qu'est-ce qu'il a fait vraiment? Parce que c'est pareil, moralement ça se discute. Est-ce que tu prends la mère de force ou est-ce que tu la laisses pas avec le gamin parce que vaut mieux qu'elle meure en fait comme ça. Et là tu vois que c'est un traumatisme mais tu le comprends pas très bien. Donc que ce soit pas agréable à vivre et tout ça je veux bien croire, mais le retournement à la fin où il dit bah en fait le rationnel nique sa mère, nique Descartes, j'y vais. Vas-y. Mais tout ça parce qu'ils ont pris un G.I. Joe. Parce qu'en fait les armes à feu t'en as pas dans Busan ou t'en as très peu. Et là c'est la solution facile. C'est ce que je disais en fait, c'est que ce gars-là on l'a pris pour faire le Schwarzenegger de service en fait, parce que dans ce film c'est ce qu'il fait, hein, c'est qu'il se bat, comme un ouf, il tire comme un ouf, il conduit comme un ouf. Sauf qu'on veut derrière on te met des scènes hyper émotionnelles. Il s'évanouit en bagnole. Il s'évanouit en bagnole. Ça m'a fait rire en fait. Oui, ça c'était marrant. Moi, c'était la partie que je trouvais marrante. Et derrière la contradiction avec, du coup, comme on t'a mis un Schwarzenegger en face de toi, faut quand même t'investir émotionnellement. Et du coup, c'est musique à fond les ballons, ralenti, qui s'étire et tout ça. Là, y a vraiment, et t'es là et tu dis, mais je n'y crois pas à ton personnage en fait. Là, en fait, oui, donc là, c'est les toutes dernières images. C'est-à-dire qu'on a de la fumée un peu partout. On a déjà la musique qui essaie de nous tirer les larmes. Et là, donc là, il y a la mer qui arrive, à travers la fumée, formidable. Et tout le monde est en pleurs, mais putain, déjà on l'a vu, donc on sait qu'elle est sauvée. Mais il y a là aussi, qu'est-ce que ça fonctionne pas, qu'est-ce que c'est exagéré. Je crois que c'est pas notre code à nous, c'est pour ça. Non, c'est pas un problème de code parce que des films coréens, oui, j'en ai vu pas mal et ils ont tendance à pousser les watts sur les larmes. Tu vois, t'as des scènes, tu sais qu'une scène sur 2 ça se finit par des gens qui pleurent au ralenti, tu vois. Mais ça, il n'y a pas pas de problème. Si tes personnages sont bien construits. Mais là, c'est tellement pas construit que toi, c'est obligé de... Non, mais il y a des moments où tu peux un peu abréger le slow-mo. C'est bon, là, fallait même pas le faire. Le pire, c'est ça. T'as l'hélicoptère en fond, t'as la mère qui regarde ses enfants. C'est interminable. Tu as envie que ça... C'est dément. Surtout qu'on comprend pas du tout comme on comprend pas du tout tous les motifs des personnages. Genre ce mec-là, le GI, le héros qu'on suit. Ce type, on a vu qu'il était bon globalement. Et que là il y a quand même pas énormément de zombies autour de la meuf, donc je comprends même pas en fait pourquoi c'est un choix rationnel. Ils arrêtent pas de dire c'est le choix rationnel, c'est de la laisser se buter. Et t'es là mais genre en fait pourquoi il y a 20 zombies autour, vous êtes tous armés, toi on t'a vu démonter des zombies pendant tout le film, pourquoi tu tires pas au moins de loin, tu vois. Et non, mais surtout que quand il prend la décision d'y aller, bon déjà donc il fait quand même un speech à la fille, 2-3 minutes pour lui expliquer. Et après il va tirer en l'air pour dire à la femme qui vient la chercher, et là c'est elle-même qui se sort de la bagnole. C'est elle-même qui va tirer sur les zombies et se sortir elle-même. Rien n'a de sens, tout est con, n'y allez pas. Alors, est-ce qu'on a des trucs à ajouter? Oui, si l'ONU, on peut parler de l'ONU. Oh putain, à Jane, la grosse Jane. Mais les punchlines qu'elle dit à la gamine. C'est quoi la phrase, mais ultra. Après, on avait la VF. Mais sa mère va crever, elle était là. Non, elle lui dit un truc atroce. C'est le meilleur des choix. Un truc comme ça. Horrible. La gamine va perdre sa mère, elle le regarde comme ça de haut, elle lui dit c'est le meilleur des choix. C'est le meilleur des choix. Mais non mais vraiment. Surtout mais vraiment genre qu'est-ce qu'ils foutent là l'ONU. Alors on apprend que c'est le grand-père qui l'a appelé. Moi j'étais sûr qu'à la fin Jane elle allait arriver depuis la scène où l'autre il voyait qu'en fait la CB a capté un truc. Je me suis dit allez on va nous le faire. Mais je pensais pas que ça allait être l'ONU qui débarque en hélicoptère. Les grands sauveurs du truc. Qu'est-ce qu'ils foutent là pour 4 personnes Non mais parce qu'ils sont apparemment donc tout le monde est abandonné quand même. Oui, tout le monde est abandonné. Voilà, en Corée du Sud. Et donc là il y a l'ONU qui va quand même dépêcher un hélicotransporteur pour une famille de 3 personnes parce qu'on les a appelés. Bon, même ça c'est pas cohérent. Non mais t'imagines, on sait bien qu'il y a des survivants un peu partout. Donc soit t'essaies de faire des petits regroupements et t'essaies de... On passait par là, on a vu que ça bougeait un petit peu. On nous a appelés par CB, on s'est dit bah tiens on va y aller, c'est pas dangereux, tout va bien. Et putain,
Ouais, et je pensais pas que ça allait finir le générique sur l'hélicoptère qui s'en va. Ah, l'hélicoptère de l'industrie. Alors là, pour le coup, tu vois, ça c'est pas du tout coréen et c'est un bon vieux happy end américain à l'ancienne. En fait, c'est ça le problème. C'est ça le problème qui va pas, c'est que t'as le mélange d'un happy end américain avec du drama à la Corée. Ça me fait penser à Tonnerre sous les tropiques. Ah ouais, c'est une caricature. La fin, c'est vraiment une fin caricaturale. Le film est mauvais et à la fin, ça devient une caricature. Vraiment, ça devient une caricature le film. Oui, mais on rigolait quasiment tous à la fin. À la fin, mais t'en peux. Mais essaye de suivre. Mais la phrase de Jane, t'inquiète, ta mère elle va mourir, mais c'est pour le bien commun. C'est le meilleur choix. Avec elle est même pas encore morte. Donc la gamine elle regarde sa mère se faire tuer. Non, là je veux. Allez, ciao, fini. Mais c'est vrai qu'il a ce truc bizarre. Mais moi, déjà, la fin de Dernier Train pour Busan, donc en effet, il y a le fait qu'il chante qui est sympa et tout ça. Mais à la limite, moi j'aurais voulu qu'il tire au moment où il chante et qu'il se rende compte qu'il y avait une connerie. Il y a ce truc un peu d'happy end avec l'armée qui est un peu bizarre dans ses films. Et là, l'ONU qui débarque, c'était genre en trop quoi. Et puis c'est quoi le message happy end, mais au moins dans le Dernier Train pour Busan, les gens mourraient et il y avait une cohérence. Il y a le grand-père qui est mort quoi. Voilà, là t'as personne qui meurt, tout le monde. À la fin, en fait, les personnages ils meurent au début. Oui, voilà. Et il y a le grand-père qui meurt, mais bon, t'es là genre. Après, le fait que ce soit les casques bleus, t'as quand même le message derrière du le gouvernement ne va pas du tout nous aider. Mais il y a plus de gouvernement. Où est passé le gouvernement coréen il y a plus. Donc ça suppose que les casques bleus, la grande instance supposément de libération qui va venir. Oui, mais parce qu'en fait là, je pense pas qu'il y a une critique du gouvernement coréen parce qu'en fait tu apprends que le gouvernement s'est effondré comme tout. En un seul jour. Mais dans aucun film tu vois débarquer les casques bleus. Je pense que dans World War Z, c'est un peu. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Enfin, c'est discutable. World Z. Donc en fait, si on fait c'est très discutable. L'ensemble du film est très discutable, bien sûr. Non, mais déjà, excusez-moi, mais dans World Z, t'as quand même une manifestation de Palestiniens qui déclarent. Non, mais attends, ce film est à chier. Oui, mais je pense que tout le monde est d'accord. Non, quelle horreur. Je suis allé voir au cinéma, j'ai donné la thune pour cette merde, pour le message politique à l'intérieur. Ah oui, c'est ouf. Donc on peut dire que casque bleu et zombie, on évite. Pour l'instant. Ou alors il faut que ce soit le titre du film quoi. L'ONU contre les zombies. Les zombies versus casque bleu. Il y a un truc qui m'a un peu perturbé dans ce film aussi, c'est le ton en fait où on avait dans Dernier Train pour Busan, il y avait ce truc que j'aime beaucoup dans le cinéma coréen d'une manière générale, c'est ce mélange des tons, mélange des genres. Pour ça, Bong Joon-ho est excellent pour faire ça. Mais sur Dernier Train pour Busan, on avait quand même des traces d'humour, un peu d'action, un peu de machin. Et là, c'est quand même, il y a très peu d'humour. Heureusement qu'il y a les gamines qui sont là pour faire un peu des trucs. En fait, tu sais même pas. En fait, il y a même certains personnages, tu sais même pas si t'es censé rigoler ou pas. Genre les méchants. Non, mais même les méchants. Les méchants, en fait, tu dis, est-ce que le gars les a pensés sur le mode du second degré ou est-ce qu'il filme son truc au premier degré? Je sais même pas. Tu sais même pas sur quel ton tu dois prendre le truc. C'est l'alchimie des genres qui habituellement pour moi fait une des grandes forces du cinéma coréen. Ici, on l'a pas du tout. Ouais, c'est vrai. Non, mais parce que c'est vraiment un film de briquet de broc où il y a tellement d'éléments, et puis des éléments très occidentaux, comme on disait, enfin, vraiment les Mad Max, les New York 97, etc. Que, il n'y a rien qui marche réellement, et que ce qui devrait être des tons amalgamés dans une histoire sont en fait des bouts d'autres films. Il n'y a pas d'empreinte, Non, il n'y a pas d'empreinte individuelle. Non, c'est le gars. Et alors ça, justement, c'est que tu parlais de Bong Joon-ho avant, etc. Là, qui est vraiment un vrai réalisateur, qui a une marque, qui a une patte, qui réalise les choses avec du sens, c'est-à-dire que chacun de ses plans fait sens. Là, justement, j'ai trouvé que ça aurait pu être réalisé par n'importe qui, et y compris des tâcherons de téléfilms, quoi. Oui, après, sois pas trop dur avec le gars, tu vois, ça peut arriver de se casser la gueule sur un film. Là, il se met là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un plan qui est signifiant. Moi, il y a un moment donné où je te dis, en général, en fait, la première fois que je vois un film, je me laisse un peu porter, et puis les deuxième, troisième fois ou 14e fois, je suis dans l'analyse, justement, un petit peu plus des éléments. Et il fera un podcast à chaque visionnage. Exactement. et là, je me faisais tellement chier que je suis parti dans l'analyse des fois. C'est-à-dire, je me dis, tiens, je vais me concentrer sur sa réalisation, sur les musiques, sur les trucs comme ça. Et en fait, sa réalisation, mais c'est même pas basique. Je te dis, n'importe qui pourrait, n'importe qui sait tenir une caméra aurait pu réaliser ça. Il y a quasiment pas. C'est-à-dire, il y a un ou deux trucs. Mais sinon, la plupart du temps, c'est ultra générique. C'est-à-dire, il n'y a aucune marque, il n'y a aucune patte de fabrique, il n'y a rien. Oui, mais je te dis, peut-être que le gars, il s'est fait bouffer par son produit aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'il maîtrisait plus ce qu'il faisait, il s'est planté, il savait plus ce qu'il voulait faire. Mais tu réfléchis quand même tes plans. Tu sais que tel plan, tu vas avoir envie de faire passer telle ou telle chose. Mais après, de là à remettre en question les... Je sais pas, je pense qu'il faut attendre quand même plusieurs films avant de remettre en question la qualité artistique du mec, tu vois. Parce que quand même, il a fait quelques trucs de bonne qualité, là. Le Dernier Train pour Busan, c'était quand même très bien.
Oui, Seoul Station, c'était le film d'animation en l'occurrence, parce que c'est un gars qui vient de l'animation, on me disait. C'est quand même cool. Mais Dernier Train, c'était malin, mais c'était pas formidablement réalisé. C'est-à-dire que c'était malin dans chacun de ses plans, c'est-à-dire qu'on voyait qu'il arrivait à prendre le meilleur parti justement de ce huis clos, mais il n'y avait pas des plans ultra signifiants, il n'y avait pas la marque d'un très très grand réalisateur, il y avait la marque de quelqu'un qui s'était ultra bien démerdé avec ce film et qui pouvait être peut-être intéressant par la suite. Et là, sauf que dans la suite, il montre quelque chose de totalement raté. Et moi je te dis, il n'y a aucun de ces plans en termes de réalisation qui porte une marque. En fait. Je dis pas que c'est un, comment dire, je dis pas que ce mec-là est un génie, mais je dis que ça reste un bon réal et que là, il s'est cassé la gueule, clairement. Parce que les génies dont tu parles, il y en a 10 sur la planète, tu vois. Mais je veux dire, un très grand réalisateur, même quand il fait des mauvais films, il y a quand même des plans c'est-à-dire sa manière de réaliser va quand même être là, sa stylistique, disons, est là. Parce que j'ai vu. Et là, il y a zéro stylistique pour moi. Parce que j'avais vu des Scorsese aussi, et certains Scorsese, je pense à celui avec Nicolas Cage, là où on suit un ambulancier, que j'ai jamais rien compris à ce film-là. Mais non, mais je te dis, on peut vraiment se vautrer sur des films, mais tu auras quand même le style qui est présent. Et après, le style peut ne pas être en adéquation, le scénario, enfin, il y a plein de choses. Mais là, pour moi, il n'y avait pas de style. C'est-à-dire vraiment, tu me montres ça à 23h sur une chaîne de la TNT. Mais de toute façon, c'est destiné à ça. Mais voilà, c'est du NT1. Comme étant un téléfilm basique. Oui. Évidemment. Enfin, voilà. Peninsula, pour moi, c'est le négatif de Busan. Dans Busan, on voit que c'est l'altruisme et le collectif qui, même si tout le monde meurt à la fin, c'est quand même le message qui est porté par-dessus tout. Là, dans Peninsula, non. C'est aller chercher de l'argent, revenir sur Peninsula pour récupérer des sous, pour ensuite se barrer de là. Ouais, mais t'as quand même l'arc du personnage principal qui dit qu'il a laissé tomber au début, et puis au final, il dit non, en fait, faut quand même que je retourne. Le point de vue, il est plus là-dessus, quoi. Quand même, encore une fois, tu l'as quand même la solidarité. Quelqu'un qui était dans l'individualisme, en tout cas, qui n'allait penser que à sa propre famille, etc., quitte à laisser tomber des enfants, va à la fin pouvoir peut-être même se sacrifier quitte à mettre sa propre vie en surtout le statut de cet argent là. C'est grossier. Mais tu l'attrapes pas aussi bien que dans le dernier train. Le statut de l'argent là, au début c'est le motif principal et après ça devient un moyen en fait pour remonter sur le bateau parce qu'il remontera pas sans l'argent. Donc ils vont chercher pour ça. Après moi faut parler de ça avant d'arrêter. C'est genre déjà ils vont chercher de la thune sérieusement, c'est ça le truc. Et quand ils ouvrent t'es là genre OK, il y a vu des dollars comme ça? Non, ils sont trop bien. Ils sont énormes. C'est des trucs de Monopoly, enfin c'est pas des dollars, j'ai pas de et quand ils ouvrent, tu sais, il y a un peu de thunes en effet, mais il y a de quoi tourner le film en gros. Je sais pas. C'est bizarre, t'es là genre tout ça pour ça. C'est très très chelou. Et le lieutenant, il prend le camion. Ouais. Et il vérifie pas ce qu'il y a dans le camion. Oui, mais parce qu'ils sont bas les couilles. Encore une fois, moi ça aussi. Oui, mais parce que lui, il veut juste, je sais pas trop. Non, ça me dérange pas. T'imagines, il y aurait de la bouffe, de l'alcool, du machin, non. Ouais. Un mec, peut-être, il y a un mec. Non, mais c'est ça. Il sait pas ce qu'il y a, il regarde même pas, effectivement. Non, ça me dérange pas ce truc vraiment simpliste de départ. Dans New York 97, il y va pour sauver le président, tu vois, le président qui s'écrase. Faut aller récupérer le président, on y va et puis basta quoi. Ouais, mais là, en fait, c'est que dans l'absolu, je suis d'accord que c'est pas mieux. Aller sauver le président, je n'irai pas me battre pour ça, mais. Mais déjà, pour un Américain, c'est un enjeu. Voilà, et il y a plus d'enjeux d'aller sauver. Il s'en moque bien du président pour le coup dans New York 97. Ouais, mais il y a plus d'enjeux d'aller sauver le président que d'aller chercher de la thune. Surtout que tu te dis, globalement, sur l'ensemble de la Corée du Sud, il y a peut-être un peu plus que ça à chercher, quitte à envoyer un commando. Et sans doute dans des coins où il y a, parce que là on est quand même en plein milieu d'un truc, une grande ville, donc il y a forcément beaucoup de zombies, il y a forcément des coins quand même où on doit pouvoir récupérer de l'or, récupérer des trucs. C'est ça en fait, tu te dis mais vraiment là vous allez chercher un camion où il y a certes beaucoup de thunes, beaucoup plus que ce que j'en aurais dans ma vie, mais vraiment il n'y a rien d'autre à aller chercher. Et c'est bizarre en fait. Ouais, c'est pour ça que je te dis, ça ressemble à un hommage aux séries B avec leur incohérence aussi. Hein. Mais en fait, tu passes ton temps à naviguer entre est-ce que je regarde juste une bouse de TNT de dimanche soir ou est-ce que je regarde une parodie et on sait pas. Plutôt sur la bouse. Moi aussi, hélas. Et juste le dernier truc là qu'on disait sur Tarantino, justement la musique là, tu parlais de la musique au banjo là. Donc toi t'avais plutôt aimé Mais c'est du coup je crois que c'est au premier tiers du film. J'aimais bien les sonorités, la guitare, et ensuite on part dans les violons. Et les violons supplantent complètement les airs de guitare qui je trouvais étaient assez entraînants. Mais mais alors là moi du coup j'ai vu vraiment c'est exactement le truc Don't Let Me Be Misunderstood de Tarantino là, c'est-à-dire la scène dans Kill Bill. Où il y a vraiment ce même côté, ce côté un peu flamenco, la guitare, etc. En fait, la scène, je sais pas si vous la voyez, c'est vers le début avec les deux gamines. Et une des premières scènes où elle s'échappe en voiture, il y a
ce truc là de flamenco à la guitare, mais qui justement, alors je trouve du coup elle est très bien adaptée à ce qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune rythmique, elle ne colle pas du tout. Donc le génie de Tarantino, c'est de pouvoir mettre des musiques qui apparemment ne collent pas du tout, parce qu'on a quand même un combat au sabre au Japon et il nous met du flamenco rythmique, mais ça fonctionne extraordinairement bien et ça démultiplie l'effet de la scène. Et là ça l'abaisse encore, c'est-à-dire qu'une scène qui est uniquement un effet spécial, sans aucune rythmique, sans rien de vraiment de viscéral, il nous met une petite guitare en fond qui n'a rien à voir avec le truc. Non, parce que c'est pendant qu'il parle en plus, non ? Je crois que c'est pendant qu'elle commence à s'échapper, il me semble. Mais, enfin, en tout cas, ça amoindrit encore la scène plutôt que de la sublimer. Elle est quand c'est la première scène de course-poursuite avec les deux. La première fois qu'on voit les gamines. Ah bah alors ça, pour moi, ça me dérange pas parce que ça participe un peu au second degré, au fait qu'on est sur le registre comique la scène. Mais elle ne elle est choisie pour ça, la musique. Ah ouais. Mais elle ne fonctionne pas justement parce qu'elle n'a elle-même aucune rythmique. Il y a rien. Il y a même pas de. Il me semble, il y a même pas de caisse, de batterie. Il y a aucune rythmique dedans. Et donc elle participe justement au fait que tout glisse comme ça. Qu'on soit dans un effet jeu vidéo, mais que les jeux vidéo actuels n'oseraient jamais faire. Là, normalement, on aurait eu de la techno. Tu vois, genre, tu vois, du 120 BPM. C'est pas le genre que je critique, encore une fois. C'est pour ça que je disais que chez Tarantino, ça marche hyper bien, parce que c'est un genre qui ne va pas du tout, normalement, avec ce qu'il montre à l'écran, mais qui arrive à sublimer ce qu'on voit à l'écran. Et là, ce choix-là arrive encore à dénaturer de manière encore plus négative ce qu'on voit à l'écran, parce que ça enlève de la rythmique, ça enlève de l'implication, de la dynamique, exactement, et dans la scène. Donc là, moi, déjà, j'étais là, putain, il essaye de faire du Tarantino et il se plante, quoi. Enfin, tu vois, si tu veux faire du Tarantino, il faut vraiment être sûr de ton coup, quoi. En gros, il faut vraiment bien choisir son truc pour que ça aille avec ta scène. C'est vrai il est couillu, ce film, quand même. C'est avec toi, non ? Il disait ça hier. D'accord. Il est couillu. Il y a des trucs, tu te dis, il a tenté, quoi. Ouais. Il a tenté plein de trucs, moi je pense. Ouais. Oui, il a tenté des trucs. Ouais. Bon, moi je dis, j'attends de voir en fait sa prochaine production. Oui, c'est ça. Parce que ça. non, mais vraiment, il a montré qu'il pouvait faire des trucs à la fois dans ses films d'animation et dans Dernier Train pour Busan. Pour moi, Psychokinésis, bon, c'était sympa. C'était sympa, mais bon, c'était sympa. Ça en fait pas. Non, mais clairement, si on se dit que le mec est un génie, le mec n'est pas un génie. Non, mais même sans parler de génie, tu vois. Ouais, tu vois. Bon, tu peux faire des bons films sans être un génie. Oui, tout à fait. Mais pour l'instant, il a montré qu'il pouvait réaliser des choses qui marchaient bien, tu vois. Après, c'est à quel point, en fait, il a eu des coups de chance où le gars, il peut quand même faire des choses qui se tiennent. C'est ça que j'attends, c'est de voir sur le long terme, est-ce que il est capable de réitérer des trucs à la Busan, ou est-ce qu'il va réitérer que le premier train pour Busan. C'est exactement ça. Quand je parlais de sa stylistique, c'est ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qui vient de lui, qu'est-ce qui parce que qu'est-ce qui vient aussi de ses machinistes, qu'est-ce qui vient de ses chefs opérateurs. Il y a le contexte de Covid, il y a peut-être la volonté de l'adapter sur de la 8D, là, ce que vous disiez. La 8D. La 8D. En 8D, il diffuse dans les univers parallèles. On te brûle quand il y a du feu. Il y a des contraintes contextuelles de visionnage. Dans la matrice. Et on l'a vu en VF. En fait, il y a des choses des contraintes à nous qui nous échappent quand même pas mal. Nous, on l'a vu à l'ancienne, en VF. Donc, peut-être à voir. Ouais, bon, à voir. Donc, à voir pour la suite. Mais effectivement, moi, je m'interroge effectivement sur lui, sur son style, sur ce qu'il peut vraiment apporter. Moi, c'est quelqu'un clairement que je vais suivre, par contre. Bah oui. Moi, j'ai hâte de voir son prochain film, parce que là, du coup, ça sera vraiment signifiant au niveau de qu'est-ce qu'il apporte lui là-dessus. Et moi, je termine là-dessus. C'est jamais évident. Faut toujours se mettre à la place des gars, de se retrouver propulsé, parce qu'il s'est retrouvé propulsé à une super production. Nationale, au super méga film. Faut s'y mettre. En fait, après, c'est le double. On avait fait une discussion sur Damien Chazelle où on avait multiplié son budget par 10. Oui, je dis pas. Donc là, c'est juste le double, quoi. Finalement, c'est pas non plus. Mais à l'échelle de la Corée, je pense que 16 millions de dollars coréens, c'est pas 16 millions de dollars américains. Et quand on te file ce budget, quand on te file ce budget-là en Corée, clairement, t'es celui qui réalise le film à 300 millions de dollars aux États-Unis. Tu vois, c'est leur big blockbuster de l'année. Donc le gars, il a une pression qui est sur lui, qui n'a plus rien à voir avec le reste. Là où Damien Chazelle sur La La Land, par exemple, ça reste un film à 40 millions. S'il se casse la gueule, ça va, quoi. Peut-être pas la même marge de manœuvre, tu vois, qu'un Cameron et tout. Voilà, c'est ça, on connaît pas les situations de réalisation coréenne. C'est vraiment pour ça qu'effectivement son prochain film sera signifiant là-dessus. Je crois que c'est la première fois que la Corée fait un gros blockbuster à leur niveau. Je saurais pas dire, mais oui. Il n'y avait pas. Non, merde. De quoi The River. Non, je sais plus. Je l'ai plus, la ref.
Si, mais il y en a eu quelques-uns. C'est pas le premier à 20 millions. Et je pense que Parasite coûtait plus cher que ça. Non, c'est un petit. C'est pas un très très gros budget, Parasite. Putain, voilà, un argent bien investi. Et si je voyais que donc le réalisateur Wang Sang-ho cherchait à essayer de choper Hollywood. Peut-être pas pour tout de suite. À mon avis, là, après ça, c'est pas gagné. Alors si. Pour au contraire, c'est peut-être bon signe. Ils se disent, le gars, on peut en faire ce qu'on peut. Non, là, je pense que c'est pas une bonne carte de visite. Ouais, parce que là, n'importe quel tâcheron à Hollywood actuellement, je vais pas citer de nom, mais non, mais ils font mieux que ça, quoi. Non, mais tous. Je veux dire, ils font mieux que ça, même ceux qui n'ont pas une grosse stylistique comme les réalisateurs Marvel, etc. Là, tu vois, c'est là où je te trouve dur avec lui, c'est peut-être qu'ils font pas mieux que ça, mais peut-être qu'ils ont juste des meilleurs ingénieurs, tu vois. Donc le gars, en plus, il s'est retrouvé avec des effets spéciaux pourris, c'est pas de son ressort non plus. Ça, je serais d'accord avec toi, c'est parce que vraiment, ça serait possible, notamment sur les scènes qu'on a critiquées de bagnoles, etc. Mais dans ce cas-là, dans les scènes intimistes, il y aurait quand même une stylistique qui ressortirait de manière beaucoup plus forte. Et là, il y en a pas du tout. Donc moi c'est ça qui me fait le plus peur en fait, c'est pas qu'il y ait des effets spéciaux ratés parce que c'est souvent des sociétés à part qui font ça, mais que justement dans les scènes et dans l'écriture des arcs il n'y ait pas le côté malin du dernier train. Il voulait s'adapter à un public américain, il faut pas oublier que maintenant il faut séduire un chiffre d'audience, c'est pas une vision d'ensemble qu'on a quoi. Donc là qu'est-ce qu'il voulait, c'est faire un tabac aux États-Unis et pas forcément. Ouais mais là il s'est planté complètement. Non mais carrément. Et bon, c'est pas pour autant qu'il faut jeter le torchon. Et t'as des séries comme Kingdom, une série coréenne sur les zombies qui est excellente. Donc c'est possible. Putain, ils sont entrés. Bordel de merde. Ah bordel, on est dans la merde. Putain bordel, moi j'ai qu'une poêle, je suis pas du tout chaud. Vas-y, va au jukebox, je te couvre. Un petit peu de musique, ça va te motiver, Steven. Crève. Allez, approche-toi. Les gars, j'ai plus de balles. Qui c'est qui veut une moumousse? Passe par les fenêtres, vite. C'est entre toi et moi maintenant. Fred, il faut découper la tête, je te l'ai déjà dit. Je coupe dans tous les sens. Steven, sur ta droite. Bordel, en plus ça glisse par terre à force. Ouais, j'entends un hélicoptère. Ça doit être l'ONU. Ils viennent toujours quand il y a des zombies. Chouette, les casques bleus, nos héros. Attends, un dernier pour la route avant de partir.